Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence qui va débuter d'ici une minute maintenant. Désolé, on a un petit peu de retard. Elle sera consacrée aux dispositifs de soutien en matière d'aide médico-sociale et de protection juridique. Et elle sera animée par Madame Raphaëlle Martin, que vous voyez à l'écran, qui est directrice du pôle accueil de jour et accompagnement des aidants au sein de la plateforme Delta 7, qui est un dispositif de soutien avec lequel la DMCL travaille en étroite collaboration. Juste une petite précision technique. Cette conférence est en mode webinaire, ça veut dire que vos micros et vos caméras sont coupés, c'est normal. En revanche, vous pouvez poser vos questions via le chat de discussion. Vous avez sur votre barre de menu en bas « Discussion », vous pouvez poser vos questions. Raphaëlle Martin y répondra soit au fur et à mesure, soit en fin de conférence à son gré. Voilà, simplement, je vous demande une seule chose, c'est de n'utiliser ce chat de discussion que pour poser des questions et en évitant de l'utiliser pour parler entre vous, parce que sinon, ce sera compliqué à gérer pour Raphaël. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence. Merci d'être nombreux connectés et je passe la parole à Raphaëlle Martin. Raphaëlle, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Vincent pour l'introduction. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour vous présenter les dispositifs de soutien existants. Et je vais commencer par les dispositifs de soutien à domicile. Et tout d'abord en parlant des aides humaines à domicile. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire appel à des aides à la maison qui peuvent être soit des aides ménagères, c'est-à-dire pour aider à entretenir le lieu de vie, le ménage, c'est-à-dire faire le ménage, aider au repassage, aider aux courses, ou alors vous pouvez faire appel à une aide à la personne, c'est-à-dire une personne qui aura été spécialement formée pour ça, comme par exemple une auxiliaire de vie, pour aider au lever, pour aider à la toilette, pour aider au repas, pour assurer des discussions ou une présence. C'est important d'avoir cette distinction en tête parce qu'en fonction, les formations ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne pourra pas demander à une personne qui a été formée pour entretenir le lieu de vie d'aider une personne en perte d'autonomie physique pour le lever ou pour la toilette. Ça pourrait les mettre toutes les deux en danger. Et puis, il est intéressant de savoir que se développent depuis quelques temps maintenant des expériences inspirées du Québec, donc expériences de baluchonnage, de relayage ou de cousinage, qui sont des expériences qui ont pour mission de remplacer l'aidant pendant son absence. Et donc, ce sont des personnes, des professionnels formés qui viennent au domicile pour remplacer l'aidant, soit avec toujours la même personne, soit une alternance, une personne la journée, une autre personne la nuit, de façon à ce que la personne en perte d'autonomie reste à son domicile, reste avec ses habitudes de vie et puis reste avec son environnement de vie, et le temps de l'absence de l'aidant. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour si vous souhaitez en savoir plus. Vous avez notamment l'association France Baluchon qui peut vous orienter vers les dispositifs existants. Donc pour faire appel à des aides humaines à domicile, vous avez trois possibilités. Soit vous connaissez quelqu'un qui vous a été recommandé ou voilà, que vous connaissiez de votre côté et vous pouvez donc directement l'employer via ce qu'on appelle l'emploi direct. Vous êtes alors juridiquement l'employeur de l'intervenant à domicile. C'est vous qui effectuez seul les formalités administratives, déclaration d'embauche, contrat de travail, bulletin de paie, etc., dans le respect de la législation. Donc, employeur juridique dit que vous avez aussi la responsabilité juridique qui va derrière. Donc, en cas de litige, c'est vous qui êtes devant les prud'hommes. Donc, il faut bien l'avoir en tête quand on se dirige vers de l'emploi direct. Pour vous aider, vous pouvez utiliser le chèque emploi-service universel qui vous met notamment à disposition des contrats de travail type et dont les CESU font office de bulletin de paye chaque mois. Et donc, c'est assez facilitant. Et puis, en plus de ça, il est intéressant de savoir que l'URSSAF propose gratuitement depuis quelque temps le service CESU+, qui permet de confier au CESU tout le processus de rémunération du salarié à domicile, ce qui vous permet de ne pas être seul là-dedans. Et le service CESU+ permet en plus de bénéficier de l'avance immédiate du crédit d'impôt dont je vous parlerai par la suite. De l'autre côté, vous avez la possibilité de faire appel à un service dit prestataire. Dans ces cas-là, le service est l'employeur de l'intervenant à domicile. Vous faites appel à un service pour assurer une prestation tel jour, telle heure pour telle mission. C'est le service qui va assurer toutes les obligations et les responsabilités d'un employeur. C'est le service qui assurera la prestation et le remplacement du personnel en cas d'absence. Le seul petit bémol, c'est qu'il peut ne pas y avoir continuité des intervenants. Il peut y avoir peut-être parfois plusieurs personnes qui se relaient à domicile, ce
qui peut parfois être assez déroutant pour des personnes avec des troubles cognitifs. Donc, c'est le bémol du service prestataire. Vous êtes assuré d'avoir toujours une personne à domicile, mais pas forcément la même personne. Entre les deux dispositifs, vous avez le service dit mandataire, c'est-à-dire que vous êtes juridiquement l'employeur de l'intervenant à domicile, mais c'est le service qui va vous proposer des candidats et qui va vous aider à recruter le personnel et qui, en contrepartie de frais de gestion, va vous proposer d'effectuer pour vous toutes les formalités administratives liées à l'embauche, liées à la paye, etc., etc., ce qui vous permet de ne pas être seul. Donc, c'est un service qui est assez intéressant, mais pour lequel il faut quand même être vigilant. Et si vous êtes intéressé par le mode mandataire, assurez-vous bien auprès du service mandataire qu'il maîtrise parfaitement la réglementation. Demandez-lui, par exemple, le nombre de dossiers qu'il traite par an, depuis combien de temps, etc., de façon à être sûr qu'il maîtrise bien le sujet. Je passe maintenant aux aides financières possibles. Donc, il faut savoir que les aides financières possibles, les principales, vont dépendre de la perte d'autonomie de la personne. Donc, il existe une échelle qui s'appelle la grille Agir, qui va du GIR 6 au GIR 1 et qui détermine le degré de perte d'autonomie d'une personne. Le GIR 6 correspond à une personne qui est parfaitement autonome. Le GIR 1 correspondant à une personne qui est en perte d'autonomie totale et cognitivement et physiquement. Donc, c'est en général des personnes qui sont alitées, grabataires, etc. Donc, en fonction de la perte d'autonomie, les aides financières seront à demander soit auprès des caisses municipales, soit auprès du département. Donc, pour les personnes qui sont encore autonomes, donc en GIR 5 et 6, les caisses de retraite principales que vous pouvez solliciter. Et donc là, vous aurez un nombre d'heures allouées qui va varier en fonction des besoins de la personne, avec une participation financière en fonction des barèmes de ressources établis par la caisse. Alors, il faut savoir, que l'aide des caisses de retraite est une aide au titre de la prévention. Donc, le nombre d'heures allouées sera très réduit et ne permettrait pas de faire face à une perte d'autonomie un peu plus conséquente. Pour des personnes qui sont en début de perte d'autonomie, donc je dirais 4, 3, 2, puis 1, à ce moment-là, je vous conseille de à votre département pour demander l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une aide donc départementale, dont le montant varie en fonction du degré de perte d'autonomie de la personne. Et donc, en fonction de ce degré de perte d'autonomie, en fonction du GIR établi par il y aura un certain montant de plan d'aide qui sera proposé. Et sur ce montant de plan d'aide, il y aura ensuite une participation de la personne qui sera établie en fonction de ses revenus. Donc, on part d'abord de la perte d'autonomie de la personne et ensuite on regarde ses revenus. C'est vraiment intéressant de faire une demande d'APA quand votre proche commence à être en perte d'autonomie, même si c'est pour un montant très, très minime, parce que derrière la reconnaissance de l'APA vous ouvrira droit à d'autres aides dont je vous reparlerai par la suite. Donc surtout, n'hésitez pas à faire une demande d'APA, même si au quotidien, vous avez l'impression que vous n'aurez que peu d'aide financière par l'APA, mais cette reconnaissance derrière peut être intéressante. Retenez bien que l'APA ne fait pas l'objet de récupération sur succession. C'est une aide qui est versée au titre de la solidarité et qui ne sera pas récupérée au moment de la succession de la personne. Et puis, sachez que certains départements ont mis en place la possibilité de faire des demandes d'APA en ligne. Concernant la grille Agir, et donc notamment si vous faites une demande d'APA, mon conseil est de pouvoir entrer en contact avec l'évaluateur médico-social de l'APA qui viendra évaluer les besoins de votre proche. Je vous dis ça parce que notamment quand on a la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie avec beaucoup de fluctuations et si le jour J, le jour de l'évaluation, votre proche va bien ou qu'il arrive à donner le change ou que ce jour-là est une bonne journée pour lui, il a déjà été constaté que l'évaluateur médico-social pouvait penser que la personne était encore très autonome et pouvait refuser l'APA. D'où l'importance de prendre contact en amont pour expliquer ce que c'est que la maladie, les difficultés rencontrées au quotidien, de façon à ce que le jour J, même si votre proche va bien, que vous puissiez derrière pouvoir relever de l'APA. Donc ça, c'est un conseil. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec l'APA en amont pour expliquer la maladie. Enfin, autre aide financière possible, c'est l'aide sociale légale à domicile, qui, elle, n'est pas conditionnée à l'autonomie d'une personne, mais aux revenus. Donc, c'est une aide départementale réservée aux personnes dont les revenus
sont inférieures ou égales au minimum vieillesse, et à savoir que cette aide sociale légale à domicile fait-elle l'objet d'une récupération sur succession, c'est-à-dire qu'au moment du décès de la personne, les sommes qui auront été versées au titre de l'aide sociale légale à domicile pourront être récupérées. Et pour rappel, donc l'APA n'est pas récupérable sur succession puisqu'elle était versée au titre de la solidarité. Toutes les aides financières dont je vous ai parlé peuvent être complétées par les caisses de retraite complémentaires, par les mutuelles ou par les assurances, assurance dépendance ou assurance accident. En fonction des contrats que vous avez, il peut y avoir des compléments financiers. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces institutions pour savoir quelles sont les possibilités vous concernant. Je passe maintenant aux intervenants paramédicaux. Donc, vous avez tout d'abord, en général, vous en connaissez plutôt pas mal, hein, notamment les infirmières libérales, avec une prise en charge de la sécurité sociale. Donc, les infirmières interviennent pour la surveillance de l'état de santé générale, pour la prise de médicaments, pour changer des pansements ou des choses comme ça. Dès lors qu'il y a besoin d'un passage un peu plus soutenu, par exemple une aide à la toilette ou plusieurs passages par jour, il faut alors s'adresser à ce qu'on appelle le SIAD, Service de soins infirmiers à domicile. C'est une équipe qui est composée d'aides-soignantes ou d'infirmières, qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale et qui donc pourra intervenir de façon plus conséquente. Et si la personne a besoin d'un accompagnement renforcé avec, par exemple, une personne qui est complètement alitée, pour la toilette, il y a besoin de plusieurs professionnels, à ce moment-là, il pourra y avoir le relais vers ce qu'on appelle le SIAD renforcé. Mais en général, c'est le SIAD qui fera lui-même le lien vers le SIAD renforcé. Mais sachez que ça existe. Une équipe que je trouve, moi, extrêmement intéressante à solliciter, c'est ce qu'on appelle les équipes spécialisées Alzheimer. Alors, elles portent mal leur nom parce qu'elles ne sont pas limitées à la maladie d'Alzheimer, mais elles sont compétentes pour évaluer toutes les maladies neuroévolutives. Et donc, ce sont des équipes qui sont rattachées à un SIAD. Elles sont composées de psychomotriciens, d'ergothérapeutes, d'assistants de soins en gérontologie. Et elles ont pour mission de maintenir les capacités préservées, de poser des repères, de réadapter aux gestes de la vie quotidienne, de sécuriser l'environnement, de soutenir et de soulager les aidants. Donc, elles interviennent sur prescription médicale, la prescription étant une prescription pour des soins d'accompagnement et de réhabilitation au domicile. Et elles interviennent pour 12 à 15 séances avec une prise en charge par la sécurité sociale. Donc, ces séances ont pour mission de faire le point sur la personne dans son environnement, voir les points forts qu'elle a de façon à les consolider. Et puis, si jamais il y a des difficultés qui commencent à apparaître, c'est mettre en place des stratégies pour freiner la perte d'autonomie. Ça peut être soit introduire des aides techniques, ça peut être soit mettre en place, par exemple, un semainier avec un calendrier de la semaine et les photos des intervenants de façon à sécuriser les passages à domicile. Ça peut être élaborer avec la personne un plan de son quartier pour l'aider à se repérer et lui permettre de rester autonome dans ses sorties le plus longtemps possible. Ça peut être introduire une aide à la personne. Ça peut être introduire un centre d'accueil de jour. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire appel à ces équipes spécialisées Alzheimer. À côté de ça, donc, elles sont réservées aux personnes qui sont à des stades légers à modérés de la maladie et elles peuvent être sollicitées tous les ans de façon à ce qu'on puisse voir si d'une année sur l'autre, la maladie a évolué ou pas. Comme intervenants paramédicaux, vous avez aussi la possibilité de faire appel à des kinésithérapeutes et orthophonistes qui, là encore, sont pris en charge par la sécurité sociale. Mais comme en général, vous le connaissez bien, je ne m'attarderai pas dessus. J'aborde maintenant une nouvelle partie, à savoir la partie concernant l'adaptation et l'amélioration de l'habitat. Donc, en fonction des besoins de votre proche, il pourrait être intéressant d'introduire des aides techniques, comme par exemple un réhausseur de toilette, comme par exemple des barres d'appui, comme par exemple un déambulateur pour l'aider à se déplacer, etc. Et donc, pour connaître les aides techniques existantes, vous pouvez vous orienter vers les CICAT, Centres d'information et de conseil sur les aides techniques, qui sont des centres d'information pour évaluer et conseiller sur les moyens de compensation de la perte d'autonomie. Donc, c'est l'occasion, par exemple, de rencontrer sur place des ergothérapeutes qui, en fonction des besoins de votre proche, vont vous orienter vers tel ou tel dispositif et vous indiquer aussi comment les trouver. Il existe aussi des appartements témoins
qui recrée des intérieurs de domicile avec l'entrée, la cuisine, le séjour, la chambre, la salle de bain, etc. Et cela permet d'avoir des idées d'aménagement du logement et de petits outillages permettant ainsi de faciliter et de sécuriser la vie quotidienne des personnes en perte d'autonomie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si, si ces appartements-là témoins sont à proximité de chez vous ou pas. Et sachez que depuis le 1er juillet 2023, donc vraiment tout récemment, les ergothérapeutes en libéral sont autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux et certaines aides techniques. Donc, ça peut être assez intéressant de faire appel à ces ergothérapeutes pour pouvoir être conseillé par rapport au domicile de votre proche sur les aides à mettre en place, sachant que les ergothérapeutes pourront en prescrire certains. Si votre proche a besoin de travaux plus conséquents, comme par exemple changer une baignoire en douche, donc ce sont des travaux d'adaptation beaucoup plus lourds à mettre en place, je vous conseille de vous rapprocher dans ces cas-là du réseau Solia, qui est un réseau qui a été mis en place pour permettre d'obtenir des conseils techniques pour l'adaptation du logement au grand âge ou au handicap. Et donc, vous avez un dossier à remplir pour présenter la situation et puis pour présenter si vous êtes propriétaire, locataire, dans quelle commune vous habitez, de façon à ce que derrière, le réseau Solia mobilise les différentes aides financières existantes. Donc, ça peut être auprès des caisses de retraite, auprès de certains CCS, etc. Le réseau Solia vous accompagnera dans les conseils techniques, donc pour adapter le logement, vous fera des préconisations, vous orientera vers telle ou telle entreprise et puis vous accompagnera jusqu'à la réalisation des travaux, ce qui vous permet de ne pas être seul dans toutes ces épreuves-là, dans toutes ces étapes-là, pardon. Autres prestations qui peuvent exister et qui peuvent être utiles au domicile, c'est le portage de repas. Donc, c'est la possibilité de vous faire livrer soit le petit déjeuner, soit le déjeuner, soit le dîner, voire l'ensemble des repas pour une journée ou pour la semaine en fonction des besoins. Et donc, pour trouver des portages de repas, vous pouvez vous renseigner auprès du centre d'action sociale de votre commune, vous renseigner auprès d'associations ou de sociétés privées, mais aussi auprès de vos caisses de retraite complémentaires qui peuvent avoir noué des partenariats pour cela. Et donc, ça peut être soit la possibilité de livraison ponctuelle, une fois dans la semaine, ou alors le temps de vos vacances ou autre, sachant que ces portages de repas peuvent s'adapter à certains régimes, par exemple si vous devez manger sans sel, ou à certaines spécificités alimentaires. Pour des personnes qui doivent avoir des repas mixés, il est tout à fait possible de les commander auprès des ports de repas, ou alors voilà, pour certaines spécificités religieuses, par exemple, il existe des ports de repas cachers. Et le portage de repas peut avoir une participation financière prise en charge par les caisses de retraite principales, par l'APA. Donc, en fonction de votre situation, n'hésitez pas à vous renseigner. Autre prestation possible, il s'agit de la téléassistance. Donc, c'est un collier ou un bracelet que l'on porte qui peut permettre de prévenir en cas de malaise ou quand on se sent pas bien. Et donc, en actionnant ce collier ou ce bracelet, on est mis en lien soit avec un opérateur, soit directement avec un proche, de façon à pouvoir alerter qu'on a éventuellement besoin de secours. Et donc là encore, pour la téléassistance, une partie des coûts peuvent être pris en charge par les caisses de retraite principales ou encore par l'APA. Sachez aussi qu'il peut être intéressant de faire appel à de la coiffure à domicile quand la personne commence à être en perte d'autonomie physique. Faire appel à une personne qui viendra coiffer votre proche à la maison peut être quelque chose de très valorisant pour l'estime de soi et peut contribuer à ce que la personne se sente mieux. Alors, j'aborde maintenant le sujet du transport. Donc, sachez qu'il y a la possibilité de mettre en place des accompagnements véhiculés pour faciliter les transports. Certaines communes ont mis en place des services d'accompagnement véhiculés communaux et donc qui peuvent permettre de se déplacer dans la commune ou à proximité avec des tarifs préférentiels, voire gratuits en fonction des communes. Pour les personnes qui relèvent des caisses de retraite Agirc, Arco et qui sont âgées de 75 ans et plus, sachez qu'il existe un dispositif qui s'appelle Sortir Plus et donc qui permet de financer jusqu'à 450 € par an d'accompagnement véhiculé ou pédestre via ce dispositif Sortir Plus. Donc, c'est un numéro de téléphone qu'il faut faire et qui vous organisera la sortie et qui vous défalquera de ces 450 € le prix de la sortie. Donc, ça vous permet d'organiser des transports de façon facilitée pour 450 € par an. Et puis, vous pouvez aussi faire appel à des associations ou des services à la personne privée pour ces accompagnements véhiculés.
Concernant les transports sanitaires, que sont les ambulances, VSL ou taxis conventionnés, sachez que sur prescription médicale, sous certaines conditions, certains transports sanitaires peuvent être remboursés par l'assurance maladie, notamment pour des consultations à l'hôpital ou autres. J'aborde maintenant la carte mobilité inclusion. Donc, la carte mobilité inclusion remplace les cartes d'invalidité qui existaient précédemment. Et la carte mobilité inclusion, autrement dit CMI, a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Donc, il y a 3 CMI différentes. Vous avez la CMI priorité, qui remplace l'ex-carte de priorité et qui donne une priorité d'accès aux places assises. Vous avez la CMI invalidité, qui remplace l'ex-carte d'invalidité, qui, en plus de donner une priorité d'accès aux places assises, donne également droit à des réductions dans les transports et des avantages fiscaux, dont je vous parlerai juste après. Et enfin, vous avez la CMI stationnement, qui remplace l'ex-carte européenne de stationnement, qui permet d'utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public et puis les places réservées aux personnes en situation de handicap. Cette demande, pour ces 3 CMI, il faut faire la demande soit auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, ou alors, pour certains départements, il est possible de coupler la demande d'APA avec la demande de carte mobilité, de CMI, invalidité ou autre. Alors, je vois qu'il y a des remarques. Alors, je ne sais pas si ce sont des remarques ou des questions. Je regarde. Parlez-nous de l'ESA et du SIAD. Alors, comme je vous le disais, l'ESA et les SIAD, ce sont des professionnels qui interviennent sur prescription médicale. Le SIAD interviendra pour, par exemple, aider la personne à faire sa toilette, pour la surveillance pour la prise de médicaments, pour la surveillance de l'état de santé générale, etc. Et l'ESA, qui est une équipe spécialisée Alzheimer qui est rattachée à un SIAD, interviendra sur 12 à 15 séances pour faire un bilan de la personne dans son environnement et pour introduire de différentes aides, soit des aides humaines, soit des aides techniques, et puis pour évaluer la personne dans son environnement. Alors, quelles sont les conditions pour faire intervenir SIAD et ESA? Donc déjà, il faut qu'il y ait une prescription médicale. Et ensuite, l'ESA n'interviendra que pour des personnes qui sont à des stades pas trop avancés de la maladie. Donc, d'où l'intérêt de le faire au plus tôt, de façon à ce que derrière, puissiez bénéficier de l'ESA le plus longtemps possible, puisque comme je vous le disais, il peut y avoir des passages de l'ESA une fois par an. Alors, quelles sont les aides financières possibles pour les personnes de moins de 60 ans? Alors, les aides financières dont je vous ai parlé, c'était pour financer la perte d'autonomie. Et donc, pour les personnes qui ont moins de 60 ans et qui sont en perte d'autonomie, à ce moment-là, vous pouvez solliciter la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et pour demander la prestation compensatrice du handicap. Donc, pour les personnes de moins de 60 ans, c'est la MDPH via la PCH. Pour les personnes de plus de 60 ans, c'est donc une demande d'APA à faire au niveau du département. Alors, pour la téléassistance, je crois qu'il faut faire attention. Alors, merci pour la remarque concernant la téléassistance. Donc, effectivement, il faut vous renseigner pour savoir comment les choses sont paramétrées. Sachez qu'au niveau de téléassistance, il existe aussi des dispositifs qui visent à évaluer si les habitudes de la personne ont changé. Et donc, par exemple, la téléassistance va évaluer la personne dans son environnement, quelles sont les habitudes de vie de la personne, et si par exemple elle constate un changement dans les habitudes de vie, par exemple une porte d'entrée qui s'ouvre de façon intempestive la nuit ou autre, à ce moment-là la téléassistance déclenchera automatiquement une alerte. Donc sachez que ça existe aussi à ce niveau-là. Alors il faut faire comment pour faire un bilan? Alors je pense que c'est par rapport à l'ESA. C'est l'équipe spécialisée Alzheimer qui va utiliser une partie des séances pour d'abord faire un bilan de la personne dans son environnement, pour voir quelles sont les difficultés qu'elle peut rencontrer et quelles sont ses capacités préservées aussi. Et donc, elle va faire 2 ou 3 séances avec la personne à domicile et aussi, pourquoi pas, à l'extérieur pour voir comment elle évolue et dans son environnement quotidien et à l'extérieur. Et ensuite, par rapport à ce premier bilan, il va y avoir des préconisations pour la suite des séances de façon à travailler ce qu'il faudrait avoir à travailler.
C'est-à-dire pas trop tôt. Alors non, je me suis peut-être mal exprimée. Il faut éviter de le faire trop tard, puisque au-delà d'une certaine avancée de la maladie, l'ESA pourra vous dire qu'il n'est plus possible d'intervenir auprès du proche. Et donc, comment ça s'écrit ESA? C'est pas ESAT, c'est ESA, équipe spéciale. Les AT, c'est autre chose, c'est dans le champ du handicap. Alors, où trouve-t-on des ergothérapeutes? Je dirais que vous pourriez commencer par regarder dans les pages jaunes, notamment les ergothérapeutes en libéral. Et puis, peut-être qu'en regardant aussi j'essaie de réfléchir en même temps que je vous parle. À la fin de ce webinaire, je vais vous donner des coordonnées de contact à solliciter en fonction de votre situation. Et donc, vous pourrez regarder via ces annuaires si derrière eux ont des contacts d'ergothérapeutes. Alors, je suis aidant, ma mère habite chez moi, l'ESA peut intervenir chez moi. Oui, tout à fait, si votre maman habite chez vous, il n'y a aucun souci pour que l'ESA puisse intervenir tant que votre maman remplit bien les conditions. Donc, ESA, c'était la sécurité sociale qu'on demande. Non, en fait, vous contactez votre médecin pour avoir une prescription médicale et ensuite vous vous rapprochez de l'ESA de votre domicile. Mais là encore, à la fin de ce webinaire, vous aurez les contacts d'annuaire de façon à ce que vous puissiez trouver les coordonnées. Les ESA sont rattachés au SIAD. Et donc, en cherchant les SIAD sur l'annuaire, vous pourrez les contacter pour savoir s'ils ont une ESA de leur côté. Alors, concernant le PowerPoint, je ne peux pas vous répondre pour savoir s'il sera disponible par ailleurs. Je laisserai Vincent se positionner. Mais en tout cas, il est accessible de mon côté. Enfin, voilà, la 2MCL là. Donc, je laisserai Vincent vous dire comment vous le procurez. Et donc, la prescription pour l'ESA à domicile, c'est effectivement les soins. Je vais vous remontrer la slide, comme ça vous reverrez pour la noter. C'est ce que j'avais eu l'occasion de vous dire. Il faut demander au médecin une prescription pour des soins d'accompagnement et de réhabilitation au domicile. Vous voyez, c'est ce qui apparaît là, soins d'accompagnement et de réhabilitation au domicile. Et donc, avec ça, ça vous donne droit à l'ESA. Et donc, pour l'ESA, alors, il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes âgées. Après, il faut voir si elles peuvent intervenir pour les moins de 60 ans. En principe, dès qu'il y a une maladie neuroévolutive comme maladie d'Alzheimer, elles sont compétentes pour intervenir. Mais rapprochez-vous de l'ESA de votre territoire pour savoir ce qu'il en est au niveau de sa pratique. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Je reprends le fil de mon intervention pour parler maintenant des avantages fiscaux. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Ah voilà, parfait. Bon, tant mieux, merci. Donc, concernant les avantages fiscaux, donc concernant l'impôt sur le revenu. Alors, si vous bénéficiez de la fameuse carte mobilité inclusion avec la mention invalidité, donc c'est la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure qui remplace l'ex-carte d'invalidité. Donc, si vous êtes bénéficiaire de la carte mobilité inclusion avec mention invalidité, alors le foyer fiscal dont vous dépendez aura droit, sous certaines conditions, à l'attribution d'une demi-part de quotient fiscal supplémentaire. Donc, vous aurez le droit à une demi-part fiscale pour toute carte mobilité inclusion. Ensuite, si vous faites appel à une personne, à une aide à domicile, soit en emploi direct, soit via un service d'aide à domicile, alors toutes les sommes que vous aurez engagées pour financer cette aide à domicile vous donneront droit à un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées, alors avec un plafond, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est qu'il s'agit d'un crédit d'impôt de 50%, ce qui vous permet, si vous n'êtes pas imposable, de pouvoir avoir 50% de ces sommes qui vous sont remboursées. Et à noter que pour les personnes qui sont en établissement d'hébergement, que ce soit en EHPAD ou en accueil ou en centre d'accueil de jour, il est possible de bénéficier à côté de ça d'une réduction d'impôt de 25%. Et les deux plafonds ce sont des lignes différentes. Et donc, vous pouvez faire appel à une aide à domicile et avoir ce crédit d'impôt et pouvoir aussi demander une réduction d'impôt si votre proche est en accueil de jour, par exemple. Voilà. Alors, avant d'aborder la question suivante, le sujet suivant, je regarde si jamais les questions qu'il pourrait y avoir avant que je change de sujet. Alors, je n'ai pas compris pour l'ESA. Est-ce que vous pourriez juste me repréciser ce que vous n'avez pas compris? Alors, si je me souviens bien, vous aviez demandé s'il y avait un plafond au niveau de l'âge. Donc,
Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge maximum pour la prise en, pour faire appel à une ESA. Au niveau de de l'âge minimum, en principe, elles sont référentes pour les maladies type la maladie d'Alzheimer et autres. Donc, même si la personne a moins de 60 ans, en principe, elle pourrait intervenir. Mais je vous disais de vous adresser à l'ESA de votre territoire pour savoir si elle avait des critères d'inclusion qui lui soient spécifiques. Ensuite, est-ce possible de corriger la déclaration d'impôt pour la CMI? Moi, je vous invite à contacter directement les impôts pour leur poser la question, surtout si vous l'avez depuis un petit temps. Bonjour, mon mari a 62 ans, est à... Alors, concernant donc la question de Brigitte, pour faire la demande de la CMI invalidité, donc il faut refaire une demande auprès de la MDPH. Et sachant que CMI invalidité et APA sont compatibles, et donc alors si jamais voilà, donc les deux sont tout à fait compatibles, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la MDPH. Par contre, CMI priorité et CMI invalidité ne sont pas compatibles. Donc, vous renseignez-vous auprès de la MDPH si l'autonomie de votre mari a évolué et qu'il a perdu de l'autonomie, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait le droit à la CMI invalidité. Mais si aujourd'hui, il n'a que la CMI priorité, c'est peut-être que la MDPH estimait qu'il n'était pas encore en perte d'autonomie suffisante pour avoir le droit à la CMI invalidité. Donc, posez la question directement à la MDPH. Et donc, pour la prescription médicale, oui, donc vous demandez juste une prescription pour l'ESA à domicile et ensuite vous contactez l'ESA à domicile qui va dérouler ces séances à la maison. Si la personne âgée bénéficiant d'aide à domicile n'est pas soumise à l'impôt, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Donc, si la personne n'est pas imposable, on lui recréditera quand même 50% des sommes qu'elle aura versées. C'est la différence entre crédit d'impôt et réduction d'impôt. La réduction d'impôt n'est valable que pour les personnes qui sont imposables, finalement, n'est intéressante que pour les personnes qui sont imposables, alors que le crédit d'impôt, comme je vous dis, si jamais la personne n'est pas imposable, on pourra lui rembourser 50%. Si possibilité de remboursement de cette somme, quelle démarche entreprendre? Rapprochez-vous des impôts de façon à pouvoir déclarer auprès des impôts que votre proche a payé des aides à la maison. Est-ce qu'on peut avoir l'APA et une réduction d'impôt? Alors, concernant l'APA, l'APA pourra financer de l'accueil de jour. Et donc, si c'est de l'accueil de jour, comme je vous disais, l'hébergement en accueil de jour peut donner droit à une réduction d'impôt. Par contre, il ne faudra déclarer au niveau des impôts que les sommes que vous aurez effectivement versées, et il faudra enlever toutes les aides financières de l'APA que vous avez reçues. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre APA et crédit d'impôt et réduction d'impôt, à condition de ne déclarer que ce que vous avez effectivement supporté, et donc en enlevant à chaque fois le taux de l'APA. Quel stade en GIR pour avoir l'ESA? Alors, ça ne fonctionne pas forcément en GIR en tant que tel, puisque c'est plutôt au niveau du MMS. Mais comme je vous disais, c'est plutôt, voilà, l'ESA s'adresse plutôt à des personnes déjà qui sont encore à domicile. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais donc ça s'adresse à des personnes qui sont encore à domicile et pas trop avancées dans la maladie. Est-il un délai pour obtenir le remboursement si la personne n'est pas imposable? Ce sont des questions là que je vous invite à poser directement aux impôts. Donc, rapprochez-vous du centre d'impôt de proximité. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'ai l'impression que oui. Parce que moi, je n'en vois plus. Alors, je ne sais pas s'il y a un délai ou pas. Mais je n'en vois plus. Vincent, est-ce que tu as envoyé de ton côté, toi, ou pas? Non, tu as répondu à toutes les questions. Je les supprime au fur et à mesure pour pas avoir un flot trop important à lire. Super. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais dérouler la deuxième partie sur les solutions d'accueil et que je répondrai à vos questions à la fin de cette seconde partie, de façon à ce que ça soit moins décousu pour vous. Et pour l'aide sociale, est-ce qu'il y a un GIR minimum? Donc l'aide sociale, pour rappel, c'est une aide qui est versée pour les personnes ayant des revenus très petits. Donc c'est pas une question de GIR minimum, c'est vraiment une question uniquement de revenus, à la différence de l'APA. Et l'APA est réservée aux personnes minimum GIR 4, c'est-à-dire qui commencent à avoir des difficultés pour se déplacer seules ou pour faire leur toilette, etc. Le 1500, alors c'est vraiment au niveau du minimum vieillesse. Et petit rappel concernant l'aide sociale, l'aide est récupérable sur succession. Et donc, si jamais vous avez besoin, si jamais votre proche a du patrimoine ou des choses comme ça, ayez bien en tête qu'il peut y avoir récupération sur succession.
Alors effectivement, la question de quand il n'y a pas de SIAD disponible, c'est une vraie difficulté parce que effectivement, beaucoup d'aidants nous disent que quand ils contactent des SIAD, il n'y a pas de place de SIAD sur leur territoire. Pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire remonter déjà auprès des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination. Ce sont des structures dont je vous parlerai par la suite et donc et qui ont comme mission d'être aussi les observatoires de leur territoire et de faire remonter les difficultés et les carences sur leur territoire. Vous pouvez aussi, si vous êtes en lien avec l'A2MCL, le faire remonter à l'A2MCL de façon à ce qu'en fait l'A2MCL et Delta 7 font partie du collectif Je t'aide. Et donc nous avons aussi pour rôle de porter la voix des aidants et de relayer les difficultés qui sont constatées au quotidien. Donc, dans tous les cas, c'est important de pouvoir faire remonter qu'il n'y a pas de SIAD ou pas suffisamment de place en SIAD. L'aide sociale, effectivement, est à demander au CCAS. C'est un dossier qui est à retirer au CCAS et c'est le CCAS qui va instruire la demande. Voilà. Bon, voilà, il y avait beaucoup de questions qui sont un peu décousues, donc j'espère que j'ai réussi à répondre à toutes vos questions. Et je passe maintenant aux solutions d'accueil. Donc, première solution d'accueil, vous avez les solutions d'accueil temporaires. Donc, c'est la possibilité de confier votre proche de façon temporaire quand il est encore au domicile. Et donc, par exemple, les hébergements temporaires, donc c'est par exemple, ce sont les hébergements temporaires, ce sont la possibilité de confier votre proche pour une durée courte. Ça peut être un week-end, ça peut être 3 semaines, ça peut être un mois, soit le temps de travaux, soit le temps de vacances, soit quand vous avez besoin de souffler. Donc, l'hébergement temporaire peut se faire au sein d'une structure spécialisée, donc une structure qui ne fait que de l'hébergement temporaire, ou aussi au sein d'EHPAD, par exemple, avec une prise en charge possible par l'aide sociale ou pas en fonction des hébergements temporaires. Autre structure d'accueil, quand le proche est encore au domicile, ce sont les centres d'accueil de jour, ou autrement aussi appelés accueil de jour thérapeutique, qui peuvent accueillir 1 à plusieurs journées dans la semaine, de 9h à 17h en gros, pour pouvoir proposer des activités de stimulation cognitive, des activités pour préserver l'autonomie de la personne, mais aussi des activités favorisant le maintien du lien social. Et ce sont des structures qui sont intéressantes puisque derrière, elles contribuent à maintenir l'autonomie de la personne et contribuent ainsi à un maintien au domicile dans de bonnes conditions. Et puis, c'est aussi une façon pour le proche d'avoir du répit et puis pour la personne de pouvoir avoir des activités et puis un lieu où retrouver d'autres personnes avec qui elle aura pu créer des relations et des amitiés. Comme structure d'accueil permanent, vous avez différentes possibilités. Vous avez des résidences autonomie ou résidences-services, qui sont des logements individuels et privatifs associés à des services collectifs, comme par exemple la restauration, comme par exemple un SIAD, comme par exemple de l'animation. Et donc, alors, les résidences autonomie ou résidences-services, en général, ne sont pas forcément adaptées à des personnes qui ont des maladies neuroévolutives diagnostiquées et avancées. Donc, si jamais votre proche a besoin d'une surveillance un peu plus renforcée, il vaut mieux dans ces cas-là faire appel à un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui là aussi sera ou pas habilité à l'aide sociale légale. Donc, un EHPAD, c'est un lieu de vie où l'on est soigné, pour vous donner le postulat. Donc, ce sont des lieux de vie avec la possibilité de bénéficier d'animation, tout en ayant un cadre sécurisé et une aide au quotidien pour la toilette, pour les repas, etc. Et pour des personnes qui sont polypathologiques, à ce moment-là, qui ont besoin d'une surveillance médicale accrue, il vaut mieux privilégier une orientation vers les unités de soins de longue durée, ou autrement appelées SLD, qui sont des unités hospitalières pour pouvoir, ce sont des lieux de soins. Vous voyez, le postulat n'est pas le même, à la différence de l'EHPAD, qui est un lieu de vie où l'on est soigné. Une SLD, ce sont des lieux de soins où l'on vit. Donc, quand vous avez des personnes qui ont vraiment besoin d'une surveillance médicale accrue, avec en général des polypathologies, qui nécessitent un étayage médical renforcé. Une solution intéressante à connaître, c'est ce qu'on appelle l'accueil familial, c'est-à-dire que ce sont des familles qui ont été agréées par le département pour pouvoir accueillir chez elles des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en perte d'autonomie, avec la possibilité d'une participation, d'une prise en charge par l'aide sociale. Alors, il faut savoir que concernant l'accueil familial, si vous-même vous arrivez
à vos limites à domicile, il risque d'y avoir les mêmes difficultés rencontrées en accueil familial. Donc, l'accueil familial peut être une bonne solution pour de l'hébergement temporaire, mais à titre permanent, ça peut être plus compliqué à envisager. Et puis, autre structure d'accueil permanent qui se développe de plus en plus, c'est l'habitat partagé ou des colocations seniors qui permettent de vivre avec, à plusieurs, donc avec d'autres personnes âgées et de bénéficier sur place d'aides à domicile qui permettront de pallier une perte d'autonomie, je dirais, légère. Alors, je fais maintenant un focus sur les tarifs d'un EHPAD parce que ce sont des questions que l'on me pose souvent. Et donc, sachez que pour un EHPAD, il y a 3 tarifs. Vous avez tout d'abord le tarif soins qui concerne le personnel soignant, médecin coordinateur, infirmier, aide-soignant, etc. Et ce tarif soins va couvrir la prise en charge médicale quotidienne des résidents, que ce soit la surveillance de l'état de santé du résident, que ce soit pour distribuer les médicaments, pour la réalisation des pansements, etc. Ce tarif soins est directement réglé par l'assurance maladie, et donc vous ne le verrez même pas. À côté de ça, le gros tarif, c'est le tarif hébergement, qui est un tarif fixe qui va varier d'un établissement à un autre. C'est-à-dire qu'en fonction des établissements, chaque établissement aura son propre tarif hébergement. Et ce tarif hébergement couvre ce qui relève de la prestation hôtelière, donc c'est-à-dire tout ce qui est restauration, chambre, entretien des espaces privatifs et communs, animation, etc. Et le troisième tarif, c'est le tarif dépendance, qui, lui, va varier dans l'établissement en fonction du GIR de la personne. Donc, chaque établissement aura 3 tarifs dépendance. Un tarif pour le GIR 5-6, un tarif pour le GIR 3-4 et un tarif pour le GIR 1-2. Donc, en fonction de l'autonomie ou de la dépendance de votre proche, au tarif hébergement, il faudra nécessairement rajouter le tarif dépendance, au minimum le GIR 5-6 et au maximum le GIR 1-2. Et ce tarif dépendance finance le personnel formé pour aider la personne dans les actes de la vie quotidienne. Donc, le tarif dépendance finance les personnes qui vont aider pour l'aide à la toilette, pour les repas, pour les déplacements au sein de la résidence, etc. Alors, quelles sont les aides financières pour ces différents tarifs? Pour le tarif hébergement, l'aide à solliciter est l'aide sociale légale à l'hébergement, qui est un département. Qui est accordé aux personnes de plus de 65 ans au titre de l'aide sociale légale à l'hébergement en tant que senior. Mais pour les personnes de moins de 60 ans, il y a une aide sociale légale à l'hébergement pour les personnes en situation de handicap qui est aussi accordée avec d'autres conditions. Là, les conditions que vous voyez sous les yeux, c'est pour l'aide sociale légale à l'hébergement pour les personnes de plus de 60 ans ou 65 ans, enfin 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Donc, l'aide sociale légale est réservée aux personnes ayant des ressources ne leur permettant pas de faire face seules aux frais d'hébergement. Et donc, comment ça se passe? Donc, 90% des revenus de la personne vont être affectés au paiement du tarif hébergement à l'établissement. Et après, en fonction du coût restant, il y a différentes possibilités. Si la personne a de la famille, et donc, il y a ce qu'on appelle l'obligation alimentaire, c'est-à-dire que les conjoints, les enfants, voire les petits-enfants, peuvent être considérés comme obligés alimentaires et donc le département pourra leur demander de participer financièrement à hauteur de leurs revenus s'ils en ont la capacité financière. Si les obligés alimentaires montrent qu'ils ont des revenus très limités, voire pas de revenus, à ce moment-là, il n'y aura pas d'obligation alimentaire. Mais en tout cas, voilà, pour les enfants et petits-enfants qui peuvent participer, il pourra y avoir une obligation alimentaire qui sera demandée par le département. Donc les règles sont propres à chaque département. Donc il est important de se rapprocher du département du domicile de la personne pour pouvoir savoir les règles spécifiques, sachant que si par exemple j'habite Paris et que mon proche habite Nantes et que je fais venir mon proche de Nantes à Paris pour qu'il vienne en EHPAD à Paris, ça restera le département de Nantes qui sera référent qui payera l'aide sociale légale. Donc, ça sera auprès du département de Nantes qu'il faut que je fasse la demande d'aide sociale. Et ce seront donc les règles de Nantes qui s'appliqueront, même si c'est un autre département qui finalement hébergera la personne. Et donc, un EHPAD n'est pas considéré comme un domicile. Donc, c'est vraiment le domicile où habitait avant votre proche qui sera compétent pour les règles de l'aide sociale.
Donc ça, c'était la première limite de l'aide sociale légale, donc c'est l'obligation alimentaire. Et la deuxième notion à avoir en tête concernant l'aide sociale légale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle récupération sur succession, c'est-à-dire que si la personne, au moment de son décès, a du patrimoine, à ce moment-là, les sommes qui ont été engagées par le département pourront être récupérées. En revanche, s'il n'y a pas de succession, au décès du bénéficiaire, à ce moment-là, l'obligation alimentaire s'éteindra et il n'y aura pas de récupération sur succession. Concernant le tarif dépendance, votre proche pourra solliciter l'allocation personnalisée d'autonomie, donc c'est la fameuse APA dont je vous ai parlé tout à l'heure, sachant cependant que c'est un autre service qu'il faudra solliciter. L'APA en établissement, ce sont d'autres barèmes, d'autres modalités financières. Et donc, l'APA en établissement sert à financer les dépenses liées à la perte d'autonomie de la personne. Et donc, le montant va varier selon le degré de perte d'autonomie, selon les revenus de la personne, mais aussi selon les tarifs de l'établissement. Donc, il est important de savoir que l'APA en établissement est différente de l'APA à domicile et que dès que votre proche entrera en EHPAD, si votre proche entre en EHPAD, il faudra impérativement faire une demande d'APA en établissement parce qu'il n'y aura pas un transfert automatique du dossier entre l'APA à domicile et l'APA en établissement. Donc, et tant que votre proche n'est pas en établissement, il ne pourra pas y avoir de demande d'APA en établissement puisque la demande doit être faite avec le médecin coordinateur de l'établissement. Dernière possibilité financière, donc pour les aides, pour le tarif hébergement, vous pouvez demander des aides auprès de la CAF si l'établissement est conventionné pour cela. Certains établissements, certains EHPAD sont habilités à recevoir les APL, aide personnalisée logement, ou alors l'allocation de logement social, ALS. Et donc pour cela, renseignez-vous auprès de l'établissement que vous auriez en tête pour savoir s'ils sont conventionnés CAF et s'ils sont habilités à recevoir APL et ALS. Et enfin, autre aide financière possible, certaines caisses de retraite complémentaires, certaines mutuelles ou certains contrats d'assurance peuvent prévoir soit des aides ponctuelles, soit des compléments financiers mensuels en fonction de votre situation et en fonction de votre contrat. Voilà, donc je passe maintenant aux différentes questions. Alors, SIPA de SIAD. Alors malheureusement, SIPA de SIAD, vous pouvez essayer de contacter des infirmières libérales pour voir si elles auraient la possibilité de prendre en charge votre proche. Mais sinon, malheureusement, quand il n'y a pas de SIAD, c'est effectivement très compliqué. Et donc, dans ces cas-là, il faut essayer de voir avec des services d'aide à domicile s'ils peuvent, par exemple, passer pour une aide à la toilette, avec le bémol que ce sera payant. Alors, pour la demande en accueil de jour, en général, alors il ne faut pas forcément une demande, parce que c'est pas. Pour l'accueil de jour, donc il faut, c'est une admission un peu comme en EHPAD, donc avec un dossier médical, et puis ensuite, on vous dira s'il est possible d'aller en accueil de jour. Mais l'accueil de jour a un coût qui est fixé par le département, et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais il y aura effectivement un bilan médical à faire par le médecin. Ensuite, alors par rapport à l'aide sociale, j'imagine, Lou, vous posez la question, si ma mère a un héritage, est-ce que c'est d'abord l'héritage ou nos salaires? Alors effectivement, si jamais votre mère a des revenus ou de l'épargne, le département pourra faire le choix de vous dire d'utiliser l'épargne et qu'ensuite ensuite l'aide sociale pourrait être accordée. Obligation alimentaire, est-ce que les ressources des gendres et belles-filles sont prises en compte pour le calcul de cette obligation? En principe, oui. Et comme je vous dis, les départements font leurs propres règles, donc n'hésitez pas à vous rapprocher pour vérifier. Mais en principe, les ressources des gendres et belles-filles sont prises en compte. Il y a uniquement pour les petits-enfants que certains départements font le choix de ne pas solliciter les petits-enfants dans l'obligation alimentaire. Accueil de jour à la campagne, quid du transport? Alors, en fonction des accueils de jour, certains ont la possibilité d'organiser les transports
Donc, rapprochez-vous de l'accueil de jour de proximité pour savoir ce qu'il est possible de faire. Après, quand vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé de sortir plus au niveau des accompagnements véhiculés. Et donc, peut-être qu'en passant par sortir plus, vous pourriez avoir aussi une participation financière au niveau des transports. Mais rapprochez-vous de l'accueil de jour parce qu'en général, ils savent quelles sont les possibilités de transport véhiculé possibles ou pas. Euh, alors, bonjour, mon père est en EHPAD depuis 4 mois. Il est en stade très avancé. Nous payons pour lui car nous n'avons pas accès à son compte, à sa retraite. À qui pouvons-nous demander d'avoir accès à ses comptes? La banque nous refuse l'accès. Alors, dans ces cas-là, ça sera une bonne transition pour la partie suivante que je vais vous présenter. Il faut faire une demande de mesure de protection juridique pour votre proche de façon à ce que l'un de vous soit désigné comme représentant de votre proche, que ce soit tuteur, curateur ou autre, de façon à ce que vous ayez accès à ses comptes et que vous puissiez derrière prendre le relais pour le paiement de la maison de retraite au nom de votre père. Euh, alors, la question de ce que faire si ma mère reste au soleil, elle a pris un gros coup de soleil. Je ne suis pas compétente pour vous répondre, malheureusement. Voilà, ne connaissant pas le contexte. D'après mes calculs, si je place mon conjoint en EHPAD, tous mes revenus devraient y passer si je deviens. Alors non, en principe, donc 90% des revenus de la personne sont pris en compte, mais quand il y a un conjoint, bien évidemment qu'on fait en sorte qu'il y ait un reste à charge un peu plus conséquent pour que le conjoint puisse continuer de vivre sans devenir SDF. Mais rapprochez-vous du centre d'action sociale de votre commune de façon à pouvoir poser clairement la question de cela. Mais bien évidemment qu'on prend en compte quand il y a un conjoint. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique du patient et où le demander? J'habite à Nantes, comment le demander? Alors là, c'est une question qui est très spécifique. Je sais qu'il existe des programmes d'éducation thérapeutique. N'hésitez pas à vous rapprocher du spécialiste qui accompagne votre proche, neurologue ou gériatre en fonction de la situation. Il pourra vous dire s'il connaît des programmes d'éducation thérapeutique près de chez vous. Après, il me semble que la 2MCL propose des choses aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à poser la question directement à l'association. Il pourrait avoir des retours là-dessus. On peut demander un transport ambulance pour un accueil de jour. Alors, le transport ambulance, il est conditionné. Enfin, il faut que votre proche soit en pas d'autonomie qui nécessite un accompagnement sanitaire. Donc, c'est sur prescription médicale. Je sais que certains accompagnements en ambulance peuvent se faire pour aller en accueil de jour, mais c'est pas systématique. Donc, renseignez-vous auprès de l'accueil de jour pour savoir si une prise en charge par une ambulance est possible ou pas. Les règles diffèrent d'un territoire à un autre, donc je peux pas vous faire de réponse globale à ce sujet-là. Peut-on choisir l'accueil de jour ou bien cela dépend du domicile? Non, vous pouvez tout à fait choisir l'accueil de jour. Alors après, l'idée, c'est quand même de tenir compte, parce que, enfin voilà, l'idée, c'est de tenir compte de chaque accueil de jour. Certains ont des spécificités. Certains sont, par exemple, ont des groupes spécialisés pour des patients plus jeunes dans la maladie ou plus jeunes en âge. Et donc, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les spécialisations de chaque accueil de jour, de façon à pouvoir voir celui qui serait le plus compétent, enfin, le plus adapté à votre proche. Accueil de jour, l'association Alzheimer m'a dit que le conseil départemental alloue une somme et c'est exact. Alors oui, effectivement. Alors je ne sais pas sur quel département vous êtes, donc je ne peux pas vous dire précisément ce qui est le cas pour votre département. Mais je peux témoigner. Donc Delta 7, nous avons 4 centres d'accueil de jour. À Paris, les tarifs sont fixés en fonction des revenus par le département. Donc il y a déjà et le complément est versé par le département. Et puis ensuite, pour les autres départements sur lesquels nous sommes, à chaque fois, effectivement, il peut y avoir une participation financière par l'APA, donc qui est une aide du conseil départemental, pour aider à financer l'accueil de jour. Donc oui, c'est exact à ces deux niveaux-là. Elle n'a pas de voiture. Je ne sais pas trop à quoi vous faites allusion, Lou, c'était par rapport à l'accueil de jour. Ben, il faut voir effectivement pour les accompagnements véhiculés, dont j'avais déjà eu l'occasion de parler tout à l'heure. C'est soit par des services d'accompagnement véhiculés, soit par des transports sanitaires, si l'état de votre proche nécessite. Hébergement ou accueil temporaire en EHPAD, c'est pour les plus de 60 ans. Non, il existe des structures d'accueil temporaire qui accueillent les moins de 60 ans. Donc, je sais pas je sais toujours pas où est votre département, donc je pourrais pas vous dire sur votre département. Par exemple, à Paris, vous avez la résidence Isatis dans le 15e arrondissement qui ne fait de l'hébergement temporaire que pour les moins de 60 ans. Voilà. Et puis, et l'accueil de jour, il y a aussi des accueils de jour qui peuvent accueillir les moins de 60 ans. Je ne vois plus de questions, donc je vous propose de passer au sujet suivant.
qui est aussi un autre sujet assez costaud, vous allez voir. C'est la question de la protection juridique des personnes majeures. Alors, il faut savoir que le régime des protections juridiques a été réformé par plusieurs lois récentes qui s'affichent sur votre écran. Et de ces différentes lois, il y a des principes qui sont extrêmement intéressants et importants d'avoir en tête. Donc, tout d'abord, pour faire une demande, il faut savoir que la protection doit être nécessaire, donc dans le respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne, d'où la demande impérative d'un certificat médical pour attester de la nécessité de la mesure de protection. C'est-à-dire que, autrement dit, ce n'est pas parce que j'ai un diagnostic de maladie neuroévolutive de poser que je vais nécessairement besoin de toutes mesures de protection juridique. Il faut qu'il y ait une altération de mes capacités qui rendent cette mesure nécessaire. Tant qu'elle n'est pas nécessaire, je ne pourrai pas relever d'une mesure de protection juridique. Donc après, premier principe de nécessité. Deuxième principe, il faut que la protection juridique soit adaptée aux facultés de la personne à protéger. Et pour cela, vous allez voir, il y a différentes mesures de protection juridique avec des intensités différentes, de façon à ce que vraiment la mesure préconisée soit adaptée aux facultés de la personne. Et enfin, dernière information à avoir en tête, priorité est donnée à la famille pour assurer la protection, c'est-à-dire que c'est la famille qui est prioritaire pour exercer la mesure et que si elle ne souhaite pas l'exercer, on fera ensuite appel à un professionnel, mais que la famille est d'abord prioritaire pour assurer la protection. Alors voilà les différentes mesures de protection que je vais vous présenter. Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, habilitation judiciaire pour représentation du conjoint et mandat de protection future. À noter, avant de détailler les mesures de protection, à noter que la procuration n'est pas considérée comme une mesure de protection à deux niveaux. Tout d'abord parce que, en théorie, une procuration n'est valable que tant que la personne est encore en capacité de pouvoir la révoquer. Ce qui veut dire que si, par exemple, la banque se rend compte que votre proche a des altérations cognitives qui pourraient ne plus le rendre, qu'il ne lui permettrait plus d'être en capacité de révoquer ou pas la procuration, à ce moment-là, la banque pourrait tout à fait vous dire que la procuration devient caduque et qu'elle n'est plus possible. Donc voilà pourquoi ce n'est pas une mesure de protection, c'est qu'à moyen et long terme, elle ne peut ne pas être suffisante pour pouvoir avoir la main sur les comptes de votre proche. Et deuxième chose, ce n'est pas parce que vous avez la procuration sur le compte de votre proche que derrière, vous avec considéré comme son protecteur. Vous ne pouvez pas annuler des actes ou des contrats qu'il pourrait avoir souscrits avec une simple procuration. Donc, c'est en ça que la procuration n'est pas une mesure de protection. Alors, première mesure de protection juridique, la sauvegarde de justice. C'est une mesure temporaire qui est prononcée pour 1 an maximum et renouvelable une fois. Et la sauvegarde de justice est utilisée donc soit dans le cadre d'une protection temporaire, si par exemple la personne est dans le coma et qu'elle a besoin d'être protégée, à ce moment-là, on peut faire une sauvegarde de justice. Ou alors, on peut aussi demander une sauvegarde de justice lorsque la personne a besoin d'être représentée pour certains actes déterminés. Je pense notamment à une famille qui avait besoin de vendre le bien de leur mère pour payer l'EHPAD et qui ne souhaitait pas pour autant qu'elle soit mise sous mesure de protection juridique comme une tutelle. Ils ne souhaitaient pas qu'il y ait une mesure de protection juridique à long terme. Et donc, ils ont fait une sauvegarde de justice. Ils ont demandé la sauvegarde de justice au juge pour vendre le bien de leur mère. Et une fois que le bien a été vendu, la sauvegarde de justice a pris fin. Et donc, il y a 2 types de sauvegarde de justice. Par déclaration médicale faite au procureur, donc c'est par exemple dans le cas du coma, comme je vous disais, c'est le médecin qui fait une déclaration médicale au procureur, ou alors la sauvegarde de justice, elle est décidée par le juge des contentieux de la protection quand la famille ou quand la personne le demande. Petite précision, le nouveau nom du juge des tutelles est maintenant le juge des contentieux de la protection. Donc, c'est plus compliqué à dire, mais en tant que tel, le juge des tutelles n'existe plus. Il est remplacé par le juge des contentieux de la protection. Passons maintenant à la curatelle. La curatelle est une mesure réservée aux personnes ayant besoin d'être assistées ou contrôlées d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Donc, elle est prononcée par le juge des contentieux de la protection pour 5 ans et elle est renouvelable. Et là encore, il y a 3 types de curatelle: curatelle simple, curatelle aménagée et curatelle renforcée.
Toujours dans cette idée d'adaptation de la mesure. Donc, en fonction des besoins de la personne, le juge prononcera telle ou telle curatelle de façon à ce que ce soit la mesure la plus adaptée aux facultés de la personne. La tutelle, enfin, est la mesure de protection la plus étendue qui est réservée aux personnes ayant besoin d'être représentées d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Donc, la curatelle, c'est pour être assistée. La tutelle, c'est pour être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Elle est prononcée pour 5 ans renouvelables. Et donc, le tuteur, pour vous aider à bien comprendre les choses, le tuteur fait à la place du protégé, alors que le curateur fait avec le protégé. Alors, qui peut faire la demande de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle? Il est intéressant de savoir que la personne elle-même peut demander à être mise sous mesure de protection juridique. Le conjoint, un parent ou un allié, beau-frère ou belle-sœur, peuvent faire ces demandes-là, mais aussi toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne vulnérable, c'est-à-dire que, par exemple, un ami d'enfance peut aussi faire une demande de mesure de protection juridique. Et enfin, le procureur de la République peut faire cette demande, mais en général, c'est après le signalement d'un professionnel et quand il n'y a pas de famille pour faire elle-même la demande. Alors, quand faire la demande? Donc, ça rejoint le principe de nécessité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut faire la demande uniquement lorsque l'état de la personne le justifie. Et donc, pour cela, il doit y avoir une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne, altération de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne. Et donc, c'est ce que je vous disais, hein, la demande n'est pas à faire nécessairement et obligatoirement dès le diagnostic d'une maladie, puisque tant qu'il n'y a pas altération des facultés mentales ou corporelles de la personne de nature à empêcher l'expression de sa volonté, alors la personne ne relèvera pas d'une mesure de protection juridique. Comment faire la demande? Donc, tout d'abord, il y a un document CERFA que vous pouvez retrouver facilement sur Internet à compléter et adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne à protéger. Donc, si par exemple la personne est en EHPAD, ça pourrait être le tribunal d'instance du lieu où est l'EHPAD. Et donc, dans ce document CERFA, cette requête permettra d'exposer les faits justifiant la demande de mesures de protection juridique, donc présentant la situation familiale, financière, patrimoniale, etc. Et la demande devra être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin expert, c'est-à-dire un médecin dont l'expertise a été reconnue par le procureur de la République. Donc, ce sont des médecins vraiment spécialisés dont vous pouvez retrouver les contacts auprès du greffe du tribunal d'instance de du lieu de résidence. Et donc, cette expertise a aussi un coût qui est fixé par décret voilà, c'est un coût certain. Et enfin, donc, pour rappel, priorité pour assurer la mesure de protection est donnée à un membre de la famille. Une fois que la demande a été déposée, le juge va auditionner le majeur à protéger, sauf si le médecin expert a estimé que cela lui serait plus préjudiciable qu'autre chose. Et le juge va aussi auditionner les personnes, enfin les membres, les proches et les personnes qui ont fait la demande de protection juridique. Le juge va ensuite nommer un curateur ou un tuteur, sachant qu'un recours à la décision du juge des contentieux de la protection est possible. Et sachez aussi qu'un conseil de famille peut être organisé. Donc, par exemple, quand il y a plusieurs personnes d'une même famille qui souhaitent s'organiser entre elles et pour pouvoir protéger leurs proches, voilà, c'est tout à fait possible de le signifier au juge qui pourra alors mettre en place un conseil de famille. Alors, quel contrôle par la suite pour la sauvegarde de justice, pour la curatelle et pour la tutelle? Donc, le juge va exercer un contrôle sur la personne désignée pour la protection. Le juge va recevoir tous les ans un compte de gestion et un rapport sur les actes personnels, c'est-à-dire pour signifier comment se passe, quelles ont été les dépenses faites dans l'année, quelles ont été éventuellement les aides qui ont été introduites, est-ce qu'il y a eu un EHPAD qui a été mis en place, etc., etc. Les mesures de protection sont réexaminées tous les 5 ans et elles peuvent être alors reconduites, allégées ou renforcées. Et pour rappel, la sauvegarde de justice devient caduque au bout d'1 an ou alors au bout de l'unique reconduction. Mais comme pour rappel, la sauvegarde de justice est une mesure temporaire. Et si jamais elle devait être pérennisée, à ce moment-là, elle serait transformée en curatelle ou en tutelle. Alors, quelles sont les obligations du protecteur? Une fois que le protecteur est désigné, il va notifier la mesure au tiers, banque, médecin, etc. Donc, par rapport à une question qui avait été posée précédemment,
Euh, voilà, si pour accéder au compte de votre proche, il faut que vous soyez désigné comme protecteur. Et donc, une fois cette désignation faite, vous pourrez la notifier à la banque de façon à pouvoir avoir la main sur les comptes de votre proche. Dans les 3 mois qui suivent la décision du juge, un inventaire des biens de la personne doit être effectué et transmis au juge. Et comme je vous le disais, tous les ans, le juge devra recevoir un compte de gestion et le rapport sur les actes personnels pour s'assurer que cela est bien conforme aux intérêts de la personne. Je passe maintenant à l'habilitation familiale, qui est une mesure assez récente et donc par laquelle un proche peut solliciter le juge pour représenter une personne qui ne peut manifester sa volonté. Donc, la personne incapable est représentée dans tous les actes de la vie courante ou alors pour certains actes seulement. Donc, il peut y avoir une habilitation générale ou alors une habilitation plutôt pour certains actes, comme par exemple vendre un bien ou autre. L'habilitation familiale est d'une durée de 10 ans et la personne protégée peut accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée. Donc, par exemple, tout à l'heure, je disais, donc il y a l'habilitation générale ou alors une habilitation plus spécifique. Quand il y a une habilitation que pour certains actes déterminés, tous les actes déterminés par le juge peuvent être accomplis par la personne protégée. Alors, pour faire cette demande d'habilitation familiale, la procédure est la même que pour la curatelle ou la tutelle, donc le même document CERFA, sauf qu'au lieu de cocher curatelle et tutelle, vous cochez habilitation familiale. Il faut aussi un certificat médical circonstancié et peuvent être habilités uniquement les ascendants, un descendant, un frère ou une sœur, un époux ou un partenaire de Pacs ou un concubin. Un ami d'enfance, par exemple, ne pourra pas être habilité. Et pour information, l'habilitation familiale n'est pas considérée comme une mesure de protection judiciaire parce qu'une fois que le juge prononce l'habilitation familiale et qu'il désigne donc la personne habilitée, ensuite, il n'y a pas de contrôle a posteriori du juge. Et donc, il n'y a pas de compte-rendu de gestion à envoyer tous les ans. Il n'y a pas de rapport sur les actes personnels à envoyer. Donc, il n'y a pas de contrôle a posteriori. Donc, c'est en ça que ce n'est pas une mesure de protection judiciaire. C'est une mesure de protection juridique puisqu'elle est prononcée par le juge, mais pas judiciaire puisqu'il n'y a pas de contrôle a posteriori derrière. Ce qui implique que pour l'habilitation familiale, il faut nécessairement qu'il y ait un consensus familial. Si le juge se rend compte qu'il y a une mésentente dans la fratrie, qu'il y a des risques de mésentente, le juge refusera de l'habilitation familiale et convertira la demande en curatelle ou tutelle, parce que comme il n'y a pas de contrôle a posteriori, il préférera le faire basculer pour pouvoir garder la main. Donc, important à retenir que pour l'habilitation familiale, il faut nécessairement l'accord de tous les membres de la famille. Je fais maintenant un focus sur l'habilitation judiciaire entre époux, qui est une mesure de protection plus souple, qui est réservée aux couples mariés. J'insiste vraiment là-dessus. Cette mesure-là n'est réservée qu'aux couples mariés et qui permet à l'un des époux de représenter l'autre et d'agir ainsi en son nom. Et donc, il faut pour cela que l'époux ne soit pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante. C'est une mesure de protection plus souple puisque la demande se fait auprès du juge des contentieux de la personne sur papier libre avec un simple avis médical. Donc, il n'est pas nécessaire de faire appel à un médecin expert et il n'est pas nécessaire d'utiliser un CERFA. Il est possible de le faire avec un CERFA, mais il n'est pas nécessaire de le faire. Pour l'habilitation judiciaire entre époux, il est recommandé d'avoir l'accord des enfants majeurs. Et puis, en principe, l'époux habilité peut uniquement procéder à des actes d'administration, c'est-à-dire des actes de gestion courante. Si l'époux habilité avait besoin de faire des actes plus importants, comme par exemple des actes de vente, de cession gratuite ou autre, alors il faudra qu'il ait l'accord du juge pour pouvoir le faire. Donc, en principe, que des actes d'administration, sauf si le juge en a décidé autrement. Je parle maintenant du mandat de protection future. Donc, le mandat de protection future permet à une personne d'organiser sa future protection. Donc, une personne comme vous et moi choisit à l'avance celui ou celle qui agira à sa place
le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même. Donc l'idée, c'est d'établir un mandat de protection future. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et puis la personne mandatée, donc le mandataire, peut y renoncer. Et le mandat ne prendra effet que lorsqu'il sera médicalement constaté que la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts via un certificat médical circonstancié établi par un médecin expert. Alors, qui peut être désigné comme mandataire? Donc, soit le conjoint, soit un enfant, soit un proche ou une personne de confiance. Mais le mandat peut aussi être confié à un professionnel. Donc, s'il n'y a pas d'entourage, peut être désigné mandataire un avocat, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui sont donc des professionnels des mesures de protection juridique. Alors, quel contrôle du mandat? Si le mandat de protection future a été établi par le notaire et qu'il a été ensuite activé par le notaire, alors c'est le notaire qui contrôlera la bonne exécution du mandat. Autre cas de figure, le mandat peut entrer en vigueur directement auprès du greffe du tribunal d'instance, et à ce moment-là, s'il n'y a pas de notaire dans l'équation, ce sera directement le juge des contentieux de la protection qui pourra contrôler le mandat, voilà, et puis pouvoir le révoquer ou ouvrir une mesure de protection juridique plus étendue si besoin. Et donc, le mandat, une fois entré en vigueur, ne pourra être révoqué que par le juge des contentieux de la protection à la demande de toute personne concernée. Et le mandat prendra aussi fin avec le décès du mandant ou aussi au décès du mandataire. Alors, pour en savoir plus, vous voyez, ce sont des questions qui sont très complexes, avec des solutions et des pistes qui peuvent varier en fonction des besoins de votre proche. Donc, pour en savoir plus, vous avez la possibilité de faire appel à des permanences juridiques ou de vous renseigner auprès de la Maison de la Justice et du Droit ou auprès du tribunal d'instance de votre domicile. Les avocats et les notaires sont aussi très compétents pour pouvoir vous guider. Et puis, vous avez des services d'aide aux tuteurs familiaux qui existent sur chaque département, qui sont rattachés, enfin voilà, qui sont la possibilité d'être informés en tant que proches pour savoir quelles questions possibles, mais qui ont aussi un rôle de conseil et de soutien pour les tuteurs familiaux qui ont été nommés, de façon à les aiguiller dans les démarches à faire. Et enfin, vous avez aussi l'association France Tutelle, qui est avec laquelle vous pouvez entrer en contact en prenant rendez-vous directement via Internet et pour pouvoir avoir des conseils sur les différentes mesures de protection juridique qui pourraient être adaptées à la situation de votre proche. Voilà, je suis à la fin de ce chapitre sur les mesures de protection juridique. Maintenant, j'attaque vos questions. Alors, trajet pour accueil de jour, je pense qu'il faut voir trajectoire. J'habite dans la Marne. Alors, c'est l'EHPADSA, c'est pas l'accueil de jour. Alors, il y a effectivement un site qui s'appelle Via Trajectoire qui recense tous les EHPAD et sur lesquels vous pouvez voir quels sont les accueils de jour qui peuvent être attachés à un EHPAD. Donc, ça peut être une façon de trouver des accueils de jour à proximité. Alors, une personne qui n'a aucun aidant familial peut vivre seule à domicile jusqu'à quel jour? Alors, il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de durée fixe, hein, c'est en fonction de la situation. Si une personne vieillit en bonne santé et en restant autonome, enfin, il y a que beaucoup de personnes qui décèdent chez elle. Par contre, si elle commence à être en difficulté ou en perte d'autonomie, il peut y avoir des aides mises en place à domicile. Tant qu'elles sont suffisantes, voilà, la personne peut continuer de rester chez elle. C'est quand il commence à y avoir des difficultés, comme par exemple une mise en danger ou quand la personne est très, très dépendante et qu'il y a besoin d'un étayage plus soutenu. À ce moment-là, c'est peut-être là qu'il faut envisager un EHPAD. Mais en tout cas, en soi, enfin, c'est pour savoir jusqu'à quand, enfin voilà, n'hésitez pas à vous adresser aux professionnels qui interviennent à domicile pour savoir jusqu'à quand le domicile est possible et quels seraient les signes avant-coureurs d'un maintien à domicile qui peut devenir plus compliqué. À qui doit-on demander la protection juridique? Les demandes de mesures de protection juridique sont à faire auprès du juge des contentieux de la protection, du tribunal d'instance, du lieu de résidence de la personne.
Voilà. Alors, après, il y a écrit complément. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, n'hésitez pas à compléter votre question si jamais vous avez besoin d'être plus précis dans la demande. Peut-on être deux pour une curatelle? Oui, il peut y avoir. Alors, il faut savoir que pour la tutelle ou la curatelle, on peut demander il peut y avoir la curatelle à la personne et la curatelle au bien, c'est-à-dire qu'on peut vous répartir les choses. Quelqu'un qui est curateur à la personne, c'est-à-dire qui va prendre les décisions concernant par exemple, la mise en place d'aide à domicile ou l'entrée en EHPAD, et puis quelqu'un d'autre qui sera le curateur au bien, quelqu'un qui aura plus comme mission de gérer les finances et les biens de la personne. Il y a aussi, effectivement, il est aussi possible d'avoir une curatelle et une co-curatelle, ou une tutelle ou une co-tutelle, ça c'est tout à fait possible. Quand mettre le mandat de protection future que nous avons fait il y a 6 mois, alors, c'est pas forcément la date en fait, le mandat de protection future est activé uniquement lorsque l'état de la personne le nécessite. Donc, il faut qu'il y ait une altération des facultés de la personne de nature à avoir besoin d'activer le mandat de protection future. Mais en soi, moi, je pourrais très bien je pourrais très bien établir un mandat de protection future et qu'il ne soit activé que dans 20 ans. Où il y a pas une date fixe. L'important, c'est de savoir est-ce que la personne, est en difficulté, est-ce qu'il y a une altération des facultés de nature à l'empêcher de bien discerner sur sur ces, oui, désolé. Donc, de façon à bien discerner est-ce que la personne a une altération de ses capacités cognitives qui ne la rendent plus capable de prendre soin d'elle. On va dire ça comme ça. Sauvegarde de justice, on a accès au compte. Alors, tout dépend. Sauvegarde de justice, alors soit il y a une simple sauvegarde de justice, c'est-à-dire que les comptes sont bloqués et il ne peut pas y avoir de débit du compte, etc. Pour avoir accès au compte en tant que sauvegarde de justice, il faut alors demander la sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial, c'est-à-dire demander qu'il y ait une personne désignée temporairement pour pouvoir avoir accès au compte, vendre un appartement ou des choses comme ça. Le certificat médical est fait par un médecin agréé, c'est payant, effectivement. Le médecin en question ne se déplace pas au domicile, ce qui peut être difficile. Alors, je ne connais pas pour les Rhône-Alpes. En principe, le tarif est le même partout en France. Donc, c'est 192 € France entière, puisque le tarif est fixé par décret. Le médecin en question ne se déplace pas au domicile. Alors, moi, sur le plan parisien et puis sur les départements d'Île-de-France que je connais, il y a la possibilité de se déplacer au domicile. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas trop pourquoi lui ne se déplace pas au domicile. Je sais que même dans certains cas de figure, ils peuvent se déplacer à l'hôpital. Donc, voilà, je ne sais pas trop pourquoi ils ne se déplacent pas au domicile. Et en principe, vous avez une liste de médecins experts. Donc, si le médecin que vous avez contacté ne se déplace pas, essayez de vous rapprocher d'autres médecins. Peut-on demander une curatelle sans toucher à de l'argent de côté? Alors, la curatelle s'exerce à titre gratuit, en tant que membre de la famille. Et donc, vous pouvez, si jamais vous demandez la curatelle et que vous êtes désigné pour porter la curatelle, c'est vous qui, après, allez gérer le patrimoine de votre proche au mieux. Et donc, s'il n'est pas nécessaire de toucher à ses économies, il n'y a pas d'obligation particulière. Pour ça, c'est vous, après, qui gérez les choses. Donc, nous ne sommes pas mariés ni pacsés. Il a des enfants de son côté, mais n'ont pas de relation. S'il doit être protégé, je peux donc faire la démarche. Oui, vous pouvez tout à fait faire la démarche, puisque vous êtes, vous êtes quand même, si je comprends bien, vous êtes quand même sa compagne. Donc, il est important que vous puissiez faire la démarche. D'autant plus que quand il y a des risques de mésentente familiale, quand il y a des risques comme ça dans les familles recomposées, je sais que certains conjoints me disaient qu'ils souhaitaient des mesures pour être protégés aussi par rapport aux éventuelles récriminations des enfants. Et donc, l'idée dans ces cas-là, c'est qu'il y ait une mesure de protection juridique qui soit prononcée. Et comme en cas de tutelle et de curatelle, il y a un contrôle du juge a posteriori, ça permet de protéger aussi la personne désignée. Les enfants ne pourront pas dire qu'il y a eu une malversation ou que le conjoint a piqué des sous ou des choses comme ça. Donc, ça peut aussi être une bonne façon de faire pour se protéger soi-même. Jusqu'à quel gire peut-on vivre seul? C'est ce que je vous disais, c'est pas forcément une question de gire. Moi, j'ai déjà vu des personnes en gire, complètement alitées, vivre seules chez elles.
C'était leur choix, elles, hein. Alors, elles étaient encore tout à fait elles avaient encore tout à fait leur capacité cognitive et donc elles décidaient, elles ont fait le choix de vivre à domicile, même en restant dans leur lit. Donc, il n'y a pas de réponse type en tant que telle. C'est vraiment en fonction des difficultés que rencontre la personne et en fonction il y a vraiment, c'est une décision à prendre pour la personne elle-même dans un cas de figure très particulier. Mais c'est vraiment pas forcément une question de gire. Comment ça se passe si nous ne sommes pas d'accord avec ma sœur pour la curatelle? Alors, si jamais le juge sent qu'il n'y a pas d'accord, il pourra demander à ce que la curatelle soit exercée par une personne extérieure, donc par un mandataire judiciaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc oui, par une tutelle extérieure, par une tutelle professionnelle. Et un conseil de famille, c'est ce que je vous disais, c'est quand il y a plusieurs membres de la famille qui souhaitent s'investir. À ce moment-là, il peut y avoir un conseil de famille qui prend la décision euh, tous ensemble. Enfin, voilà, le conseil de famille prend une décision avec différents membres de la famille. Mais je vous disais, si jamais il y a des risques, si jamais il y a des désaccords avec votre sœur, à ce moment-là, pas sûr que le juge mette en place ça, parce que le conseil de famille n'a pas, enfin, l'idée, c'est qu'il puisse aussi prendre des décisions qui conviennent à tous. Et si jamais il n'y a pas d'accord et que la situation n'avance pas, à ce moment-là, ça sert à rien de le mettre en place. Et donc, dans ces cas-là, la mesure de protection sera sans doute confiée à un professionnel extérieur. J'ai déposé une requête en vue d'une habilitation familiale le 9 mai dernier et je n'ai pas de nouvelles. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Des contentieux de la protection de la personne sont vraiment débordés. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas forcément de nouvelles. Dans tous les cas, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait contacter le greffe du tribunal de façon à pouvoir savoir où ça en est, avoir peut-être une petite idée de la période de retour que vous pourriez avoir. Et si jamais vous constatez, si jamais il y a des besoins plus pressants qui arrivent, bah, c'est aussi une façon de signifier au greffe qu'il y a peut-être une urgence, de façon à ce que la procédure soit accélérée. Dans ces cas-là, il faudra faire un courrier pour le signifier. Mais en attendant, par rapport au timing que vous me décrivez, ça ne semble pas du tout anormal que vous n'ayez pas eu de retour. Nous sommes en train de faire une habilitation familiale à deux, car je pense que s'il m'arrive quelque chose, un de mes enfants pourra surseoir. Tout à fait, vous pouvez tout à fait faire cette demande. Et effectivement, c'est le bon réflexe. Dans le mandat de protection future aussi, il est tout à fait possible d'avoir une première personne désignée, de désigner aussi une deuxième personne, de façon à ce que des enfants puissent prendre le relais, le cas échéant. Alors, j'ai la question qui a sauté. Lorsque l'aidant unique est un ami sans la moindre intervention de la famille, le curateur peut-il être cet ami? Oui. Un ami proche peut être nommé comme curateur. Voilà. Et il pourra pas être nommé habilitation, enfin, il pourra pas recevoir l'habilitation familiale, mais effectivement, il pourra faire office de curateur si la famille ne s'est pas positionnée pour l'être de son côté. La curatelle, faut rendre des comptes au juge. Oui, la curatelle, faut rendre des comptes au juge. Comme voilà, tout ce qui est sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, il faut systématiquement et tous les ans rendre des comptes au juge. Toutes les formalités sont désormais accessibles en ligne. J'ai donc accès à tous les comptes de ma mère. Quel est l'intérêt d'une protection juridique style curatelle tutelle? Alors, en fait, si votre mère est à domicile et qu'elle a un risque de se faire escroquer, comme par exemple d'ouvrir la porte à quelqu'un et de signer, moi, je sais pas, moi, l'achat de l'encyclopédie en 50 volumes ou d'une nouvelle chaudière alors qu'elle en a déjà une, la mesure de protection juridique, elle est là pour protéger et donc il y a la possibilité derrière de faire annuler les actes qui auront été pris alors que votre mère pourrait être vulnérable. Certaines personnes n'ont pas forcément accès aux comptes de leurs proches et donc la mesure de protection juridique, c'est aussi pour pouvoir faciliter les choses. Comme je vous le disais, en théorie, l'accès est réservé tant que c'est le même principe que la procuration. En principe, vous ne pouvez avoir accès au compte de votre mère que tant qu'elle est d'accord pour donner cet accès-là. Si elle n'est plus en capacité de donner son accord ou de renoncer à son accord, l'accès pourrait, en théorie, sauter. Mais ça reste de la théorie. En pratique, j'ai rarement vu des cas de figure comme ça. Mais voilà, donc il y a certains cas de figure où on peut avoir besoin quand même de mesures de protection juridique. C'est quand il y a un risque
d'abus sur votre proche vulnérable, ou quand il y a aussi une mésentente au niveau de la famille, quand par exemple un enfant gère les biens enfin les comptes de son parent, mais que des frères et sœurs commencent à dire je suis sûr que tu te sers ou des choses comme ça, mettre en place une mesure de protection juridique permet d'être sûr que d'avoir je dirais l'accord et le veto du juge qui vous protège. Alors non, c'est pas le veto, du coup. L'accord et le blanc-seing du juge qui vous protège. Voilà l'intérêt d'une mesure de protection juridique. Mais de toute façon, effectivement, les mesures de protection juridique ne sont pas systématiques. Elles sont là pour faciliter la vie au quotidien, mais j'ai déjà vu de nombreux cas de figure où les familles n'avaient pas besoin de mesures de protection juridique. Mandat de protection future, pouvez-vous me confirmer que ce mandat ne permet pas d'aller vers une habilitation familiale? Alors en fait, dans le mandat de protection future, en fait, vous le rédigez en lui donnant l'intensité que vous voulez. Donc, si vous êtes intéressé par le mandat, n'hésitez pas à aller sur Internet. Vous avez la notice du mandat de protection future qui est très bien faite et qui vous permet de voir un petit peu toutes les possibilités. Il y a un champ des possibles avec le mandat de protection future qui est assez fort. Et donc, le mandat de protection future peut accorder des pouvoirs au mandataire très importants. Et donc, il peut aller très loin. Après, le mandat ne permet pas de basculer automatiquement vers une habilitation familiale. Et si vous faites une demande d'habilitation familiale ou même de curatelle ou de tutelle, le juge vous demandera systématiquement si un mandat de protection future n'a pas d'abord été mis en place. Voilà. Si la personne est usufruitière d'un bien d'un bien et qu'un placement doit se faire pour elle, le bien sera-t-il soumis à une évaluation immobilière pour récupérer la somme équivalente pour engager le financement de l'EHPAD? Alors attendez, faut que je relise bien la question. Alors non, pas forcément. Il va falloir ça sera à vérifier. Elle n'est pas, enfin, elle est usufruitière, elle n'est pas propriétaire. Donc a priori non, il n'y aura pas je ne pense pas qu'il y ait de récupération des sommes équivalentes pour engager le financement de l'EHPAD. Non, on regardera les revenus de la personne, on regardera si elle a des économies, des assurances vie ou des choses comme ça. On regardera si elle a des biens qui sont inoccupés ou pas, mais dans le cas de figure que vous décrivez, je ne pense pas du tout qu'il y ait une évaluation immobilière pour récupérer la somme équivalente pour le financement de l'EHPAD. Et pour des questions très pratico-pratiques comme ça, très précises, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre d'action sociale de votre commune, puisque c'est le centre d'action sociale qui fait les demandes d'aide, auprès de qui vous devrez faire les demandes d'aide sociale, et c'est lui qui instruit la demande. Donc, eux seront plus compétents que moi pour vous répondre sur cette question très précise. Donc, comment formaliser un mandat de protection future? Seulement, alors désolé, ça saute à chaque fois que la question précédente a effacé, donc c'est pour ça qu'il faut le temps que je me remette en place. Donc, seulement auprès d'un notaire, auprès du juge, merci. Donc, alors, si vous lisez la notice du mandat de protection future, vous verrez, c'est assez clair. Donc, soit vous le faites auprès d'un notaire, et donc c'est lui qui le mettra en branle le moment venu et qui assurera de sa bonne exécution. Sinon, une fois que vous avez rempli le mandat de protection future, il faut le faire viser par les impôts, de façon à ce qu'ils puissent valider la date de saisie du mandat de protection future. De façon, voilà, on sait bien que les impôts ne sont pas corruptibles et donc on ne pourra pas contester la date de validité du mandat si ça a bien été visé par les impôts. Donc ensuite, vous le faites viser par les impôts et puis le jour où votre proche a un certificat médical circonstancié attestant qu'il n'est plus en capacité de pourvoir seul ses intérêts, vous allez présenter le mandat de protection future avec le certificat médical circonstancié au greffe du tribunal qui ensuite visera le mandat de protection future et l'activera par ce biais-là. Voilà, donc vous avez les deux cas de figure, auprès du notaire ou après l'avoir fait viser par les impôts, le présenter au greffe du tribunal avec un certificat médical circonstancié le jour où cela est nécessaire pour votre proche. Le mandat de protection future est-il à conseiller? Alors ça, c'est une question qui est très personnelle. L'intérêt du mandat de protection future, c'est qu'on décide à l'avance de ce qu'on souhaite mettre en place pour sa propre protection. Et donc, ça peut faciliter le cas échéant quand cela est nécessaire, la mise en place d'une protection, puisqu'on pourra dire, souviens-toi, on avait décidé de ça ensemble il y a X années.
Et donc, euh, et donc, c'est à conseiller à ce niveau-là parce que ça permet aussi de se poser les bonnes questions et de connaître les desiderata de connaître les envies de chacun, puisque quand on remplit le mandat de protection future, finalement, on balaye beaucoup de champs de ce que la personne souhaite pour elle pour la suite. Donc, à ce titre-là, c'est effectivement à conseiller. Mais après, pour le reste, ça reste une décision qui est très personnelle. Et donc, voilà, c'est à discuter avec la personne. Dans ce cas, pour moi, le mandat de protection future est une bonne occasion d'aborder cette discussion qui, autrement, est un sujet plutôt sensible pour les familles, pour lesquelles parfois c'est un peu tabou. On n'ose pas trop en parler parce que on a peur que ça blesse ou des choses comme ça. Donc, à ce titre-là, le mandat de protection future est un bon prétexte pour mettre les pieds dans le plat. Donc, comment concrètement mettre en œuvre un mandat de protection future? Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez un document, donc vous avez le mandat de protection future. Il y a un CERFA qui existe, qui est à compléter par le mandant, qui doit être signé par le mandant et le mandataire, de façon à ce que tout le monde soit au courant de ce qu'il y a dedans. Soit vous le faites compléter avec le notaire, et donc c'est le notaire qui s'occupera de sa mise en œuvre, le cas échéant, et de son suivi le moment venu. Soit, une fois qu'il est complété, vous le faites viser par les impôts, et ensuite vous le ferez valider, enfin vous le ferez activer par le greffe du tribunal quand l'état de santé de votre proche ne lui permettra plus de pourvoir seul à ses intérêts. Voilà. Service d'aide au tuteur familial se trouve où SDP? Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de noter. Alors, alors, adressez-vous au greffe du tribunal d'instance de votre domicile pour connaître les services d'aide aux tuteurs familiaux de votre département. Voilà, c'est eux qui ont la liste par département et vous pourrez ainsi facilement savoir quels sont ceux qui sont près de chez vous. Si la protection est donnée au conjoint, cela signifie-t-il que le compte courant doit être séparé? Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans tous les cas, de toute façon, il y aura toujours un compte rendu, il y aura un inventaire des biens qui sera fait au moment de la mesure de protection juridique. Et puis après, tous les ans, il y aura un compte rendu de gestion et un rapport personnel. Donc à ce niveau-là, voilà, ça protège tout le monde. Depuis le début, mon épouse n'a jamais géré ses comptes. Je gère tout par Internet. Nous avons un mandat de protection future non activé. Elle vient de passer GIR 2. Attendez que je lise, que j'arrive à lire parce que mon écran est tout petit. Elle vient de passer GIR 2 et son état cognitif décline assez vite. Dois-je activer le mandat de protection? La question, c'est d'abord, est-ce que au quotidien, vous êtes gêné par les difficultés que rencontre votre épouse? Si au quotidien, ça devient compliqué pour vous de gérer, etc., oui. Sinon, alors, la question aussi qui se pose, c'est le GIR 2. Est-ce que c'est lié à son état cognitif ou est-ce que c'est juste une perte d'autonomie physique? Si c'est une perte d'autonomie physique, mais qu'elle arrive encore à prendre des décisions la concernant, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'activer le mandat de protection, le mandat de protection. Par contre, si c'est parce que si le GIR 2 est lié à son état cognitif, et qu'au quotidien, vous constatez des difficultés dans la gestion des comptes, etc., ça peut être peut-être intéressant d'activer le mandat de protection. Je suis tutrice de mon époux et je dois rédiger le compte de gestion chaque année. Cela me devient de plus en plus difficile. Alors, ça, je pense que j'ai pas eu. Je vais regarder si je vois la fin de votre question. Où pourrais-je demander de l'aide pour rédiger ce compte de gestion? Alors, adressez-vous au service d'aide aux tuteurs familiaux parce qu'ils pourront vous dire s'il existe. Voilà, adressez-vous à eux. Ils ont un rôle de conseil et d'information. Ils pourront vous dire ce qu'il en est. Après, il y a aussi certaines familles font le choix de confier la tutelle aux biens à un service de mesure de protection juridique extérieure qui va faire toutes ces démarches-là et de ne garder que la tutelle à la personne pour prendre les décisions. Sachez-le, c'est pas forcément toujours très simple parce qu'après il faut arriver à se coordonner avec les tuteurs familiaux et qui sont parfois difficiles à joindre. Mais certaines familles font ce choix-là pour se simplifier la vie. Le choix d'une personne de confiance dans les maladies neurologiques est-elle importante? C'est toujours effectivement un choix. Oui, c'est toujours important. Après, c'est pas nécessaire. Là, la personne de confiance, c'est plutôt pour faire le lien avec les médecins. Donc, c'est pour ça que ça peut être assez intéressant d'avoir une personne de confiance désignée de façon à ce que la personne puisse être
assister au moment des rendez-vous médicaux, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Et ce n'est pas parce que vous avez choisi une personne de confiance sur le plan de la santé que ça lui donnera la procuration ou que ça lui donnera un rôle de tuteur ou de curateur. Pour pouvoir avoir un rôle de protection juridique, il faut vraiment avoir fait une demande de mesure de protection juridique auprès du juge des contentieux de la protection. Si on a de l'argent de côté, on peut participer à la maison de retraite. Alors, c'est si la personne qui doit aller en maison de retraite a de l'argent de côté, oui, elle devra utiliser cet argent-là pour financer la maison de retraite. Si vous, en tant qu'enfant obligé alimentaire, vous avez de l'argent de côté, je ne suis pas sûre qu'on vous prenne votre argent de côté. On regardera les ressources que vous avez et les charges que vous avez aussi. Donc, la réponse, elle est moins claire pour les obligés alimentaires. Pour ça, rapprochez-vous du centre d'action sociale de votre commune. Alors, ensuite, question. Alors là, je vais prendre le temps de lire la question et je vous répondrai ensuite. Euh, Alors, désolée pour la question de Patricia, comme elle est assez costaud, je prends le temps de bien la lire. Euh, Alors, la question de Patricia, votre question pour Patricia, elle est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux vous dire par rapport à ça. En principe, l'habilitation familiale, elle est réservée à des personnes qui ne sont plus en capacité. Je vais vous lire le terme spécial exact, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Je reviens, l'habilitation familiale. Donc voilà, l'habilitation familiale est mise en place pour représenter une personne qui ne peut manifester sa volonté. Alors, il faut savoir que la mesure de l'habilitation familiale, c'est une mesure qui est assez récente et que certains juges du contentieux de la protection sont assez frileux pour la mettre en place parce qu'une fois qu'elle est prononcée, elle ne sera plus, ils n'auront plus de contrôle a posteriori. Donc, j'ai déjà vu des cas de figure où des familles demandaient l'habilitation familiale et que le juge la retoquait au motif que la personne était encore, pouvait encore manifester sa volonté. Donc là, en lisant votre message, j'ai l'impression que votre compagnon est encore en état d'exprimer votre volonté. Et donc, il est possible que vous tombiez sur un juge qui vous retoque en disant que c'est trop tôt pour lui. Alors ensuite, le neurologue, est-ce que c'est le neurologue de l'hôpital ou est-ce que c'est le médecin expert qui a fait l'expertise en plus de l'habilitation familiale ou pas? Ça, voilà, il faut vraiment, pour que l'habilitation familiale soit prononcée, il faut qu'il y ait un médecin expert, neurologue ou gériatre ou autre, il faut vraiment que ce médecin expert valide la nécessité de la mesure de protection juridique. Ensuite, pour une entrée en EHPAD, alors ça aussi c'est un sujet qui est extrêmement complexe. En principe, il n'est pas forcément d'avoir juge pour cela. Si votre proche est d'accord pour aller en établissement, ou tout du moins s'il ne s'y oppose pas, en principe, il est tout à fait possible d'envisager là. Surtout qu'en général, il faut, il y a une orientation médicale, et puis après, il y a un accord de l'établissement. Donc, en principe, il n'y a pas forcément besoin de l'accord. Mais là encore, c'est une réponse de mon expérience en fonction du juge. Certains juges demandent qu'on les sollicite, d'autres vous diront que ça ne relève pas d'eux. Donc, je suis un peu gênée de vous répondre parce que je n'ai pas une réponse type. Quoi qu'il en soit, le jour où vous ferez une demande de protection juridique pour votre proche, n'hésitez pas à demander au juge ce qu'il en est, si cette question devait apparaître, est-ce que le juge souhaite que vous reveniez vers lui ou pas? C'est lui qui vous répondra en fonction de ce qu'il estime. Alors, concernant ce que vous disiez sur le greffe, moi, j'ai pas eu le même retour, donc je peux pas vous répondre. Honnêtement, je peux pas vous répondre. De mon expérience, j'ai déjà vu des habilitations familiales passer pour des personnes qui n'étaient pas manifeste, qui ne pouvaient mettre, pour des personnes qui n'étaient pas trop avancées, mais j'ai déjà vu aussi des habilitations familiales retoquées. Donc peut-être que le greffier connaît bien le juge de votre territoire et donc il sait que ça fonctionne comme ça. Et j'ai pas une réponse type là encore.
Est-ce que vous pouvez détailler les 3 types de curatelle? Alors, c'est vraiment une question de pouvoir. Vous avez la curatelle simple, aménagée ou renforcée. La curatelle simple, c'est vraiment une question d'intensité de pouvoir. Euh, Par exemple, la curatelle aménagée, c'est le juge qui dira que telle chose, telle chose, telle chose doivent être, relèvent de la curatelle. Mais là, comme je vois que le temps passe et que j'ai beaucoup de questions, n'hésitez pas à aller sur Internet pour regarder pour en savoir plus sur les différents types de curatelle. Mon époux est déjà en EHPAD. Il a de l'épargne pour l'instant. Le délai pour l'envoi d'un dossier pour avoir une demande d'aide sociale. Alors, la demande d'aide sociale, la réponse en général, elle est assez rapide, sauf si vous avez des membres de la famille qui ne répondent pas à l'enquête, parce qu'il y a donc l'obligation alimentaire qui est mise en place. Et donc, quand il y a obligation alimentaire et qu'il faut que, le département va se renseigner auprès des enfants, voire des petits-enfants. Et si jamais les enfants ou petits-enfants refusent de répondre à l'enquête, ça pourra bloquer le dossier d'aide sociale. Donc, c'est en ça que, voilà, en fonction de votre situation, si vous avez un risque que le dossier bloque, il faut peut-être mieux l'anticiper. Sinon, il n'est pas nécessaire de le faire, parce que de toute façon, tant que votre proche a de l'EHPAD, a de l'épargne, le centre d'action sociale, le département pourra retoquer la demande et donc vous serez obligé de recommencer. Pour le mandat de protection, c'est à nous, au notaire, de déclencher la visite chez le médecin habilité. C'est vous qui, au quotidien, allez vous rendre compte de l'avancée de la maladie ou pas. Et derrière, donc ça sera à vous, et après signifier au notaire que vous avez le certificat médical circonstancié qui vous permet d'activer le mandat de protection futur. Alors, le mandat de protection future peut-il être demandé quand les troubles cognitifs sont déjà invalidants? Il est à demander quand les troubles cognitifs sont invalidants, oui. Par contre, attention, s'il y a déjà des troubles cognitifs invalidants, il ne peut pas être rédigé. En fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la date de rédaction du mandat. En fait, il faut être sûr que votre proche il ne faut pas qu'on puisse contester les difficultés cognitives de votre proche et le fait qu'il ait pris les décisions en toute connaissance de cause. Donc, c'est pour ça que si votre proche est trop avancé dans la maladie, un mandat de protection future ne pourra pas être rédigé. Il faudra alors directement s'adresser au juge des contentieux de la protection pour qu'il fasse une protection. Alors, même sous curatelle, on peut prendre de l'argent sur le compte de l'autre. Alors, il ne s'agit pas de prendre de l'argent sur le compte de l'autre. La curatelle, c'est pouvoir avoir accès au compte de la personne pour financer des besoins pour la personne en question, pas pour soi. Donc, effectivement, si vous n'avez pas la main, en tant que tutrice de votre époux, vous devriez avoir la main sur le PEA et le livret A. Je ne comprends pas trop pourquoi vous n'avez pas vous êtes obligé je suis obligée de me rendre à la banque pour avoir une impression de ces 2 comptes. Voyez avec la banque pourquoi vous n'avez pas la main sur ces 2 comptes-là. Et sinon, effectivement, vous adressez au juge des tutelles, mais il vous dira en même temps qu'il peut rien faire, puisque à partir du moment où votre proche est sous mesure de protection juridique, la banque doit vraiment tenir compte de ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il reste encore des choses à vous dire, donc je vais m'arrêter là pour les mesures de protection juridique. Comme je vous disais, vous avez pas mal de possibilités pour en savoir plus. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures-là près de chez vous pour pouvoir avoir des réponses à votre question précise. Alors, je vais vous présenter maintenant les réseaux de professionnels qui sont à votre disposition. Donc, vous avez tout d'abord le médecin traitant qui est censé être votre référent dans votre suivi médical. C'est le médecin traitant qui va assurer le suivi médical, notamment en lien avec les intervenants à domicile et les SIAD. Et des consultations régulières auprès des médecins spécialistes sont conseillées et permettront à votre médecin de savoir un petit peu comment vous allez. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous en parler. Il existe ce qu'on appelle les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, qui s'appellent aussi Maison des aînés et des aidants à Paris. Ce sont des dispositifs qui sont en train de se mettre en place sur tout le territoire national pour apporter des réponses concrètes aux professionnels de santé et favoriser ainsi le maintien à domicile des personnes. Mais ils ont aussi un rôle de conseil et d'orientation et de coordination pour les familles. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous avez votre proche qui commence à être en difficulté pour pouvoir avoir des conseils sur les dispositifs existants, sur les aides techniques, les services à domicile, etc., etc. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, est aussi une bonne porte d'entrée pour avoir des informations et pour notamment savoir quelle est la politique municipale en matière d'action sociale. Parce que parfois, certains CCAS proposent des prestations de loisirs, de port de repas, de téléalarme, voire d'aide à domicile ou d'aide financière. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et enfin, les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants.
sont des structures de soutien pour les familles. Et ce sont des dispositifs de soutien gratuits pour les aidants qui proposent du soutien psychologique, des groupes d'échange et de formation, des activités avec son proche, du répit, etc. Alors, quelles aides pour les aidants? Donc, tous les dispositifs que je vous ai présentés, toutes les aides pour les personnes aidées sont considérées comme des dispositifs d'aide indirecte pour vous en tant qu'aidant. Comme dispositif d'aide directe, vous avez les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants qui sont vraiment dédiées à votre accompagnement et votre soutien. Ensuite, sachez qu'il est préconisé qu'en tant qu'aidant, vous ayez le droit tous les ans à une consultation annuelle auprès de votre généraliste, puisque les études montrent que l'aide apportée par un aidant n'est pas sans impact sur sa propre santé. Un aidant peut avoir des difficultés pour dormir, peut avoir des douleurs physiques, peut avoir des idées un peu sombres ou des choses comme ça. Et donc, le rôle de cette consultation annuelle sera de prendre du temps pour vous interroger, pour savoir comment vous dormez, comment vous mangez, est-ce que vous vous sentez bien, quelle est votre humeur, etc., de façon à ce qu'ensuite vous puissiez être soutenu sur les différents points pour lesquels vous rencontrez des difficultés. Et puis, de plus en plus d'hôpitaux développent des consultations hospitalières qui vous sont dédiées en tant qu'aidant. Alors ensuite, concernant les droits pour les aidants, tout à l'heure, je vous disais qu'il était important de demander l'APA, puisque pour les bénéficiaires de l'APA, cela permet à leurs aidants d'avoir des aides qui sont allouées. Donc, par exemple, vous avez le droit au répit, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une enveloppe financière supplémentaire de jusqu'à 500 € par an dans le cadre de ce droit au répit de l'APA. Donc, cette enveloppe vous permet de pouvoir financer de l'aide à domicile, de l'hébergement temporaire, de l'accueil de jour, pour vous soulager une fois par an de façon un peu plus soutenue donc en tant qu'aidant. Si en tant qu'aidant, vous devez être hospitalisé, à ce moment-là, pour les bénéficiaires de l'APA, il y a une enveloppe supplémentaire qui peut être dégagée jusqu'à un peu plus de 1 000 € par hospitalisation de l'aidant. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant. Ça peut permettre de financer de l'aide à domicile ou de l'hébergement temporaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe médico-sociale de l'APA pour ces deux droits-là. Concernant les aidants en activité professionnelle, il existe des droits spécifiques. Donc, tout d'abord, il y a un congé spécifique qui s'appelle le congé de proche aidant, qui est un congé de 3 mois fractionnable, c'est-à-dire qu'on peut le prendre par journée ou par demi-journée. Et ce congé de 3 mois, il est renouvelable dans la limite d'1 an pour l'ensemble de la carrière de l'aidant, c'est-à-dire que sur toute votre carrière, vous avez le droit de prendre 1 an de congé de proche aidant. Sachant qu'il y a une indemnisation possible de ce congé qui est l'allocation journalière du proche aidant, l'AJPA, qui est l'équivalent du SMIC en gros, et que cette indemnisation, pour l'instant, n'est valable que pour les 3 premiers mois. Donc, on sait que c'est peu, et donc sachez qu'on milite pour que ce congé de proche aidant soit étendu, notamment au-delà de cette limite d'1 an pour l'ensemble de la carrière de l'aidant, et que l'indemnisation puisse aller aussi au-delà de tout cela. Autre congé, donc le congé de solidarité familiale, qui est une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, pour accompagner un proche dont le pronostic vital est engagé ou quand il se trouve en fin de vie. Donc, il y a une indemnisation qui est l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, qui, là aussi, est équivalent du SMIC. Et enfin, il y a d'autres dispositions légales, comme par exemple en tant qu'aidant, vous avez le droit de refuser le travail de nuit sans que cela vous porte préjudice au niveau de votre vie professionnelle. Vous avez le droit au don de RTT pour accompagner, en tant qu'aidant. Et puis, en fonction des accords de branche ou de vos entreprises, il peut y avoir d'autres droits en plus. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de ressources humaines. Pour aller plus loin sur toutes les choses que j'ai pu vous dire, aussi bien les droits des aidants que les dispositifs d'aide existants, que les mesures de protection juridique, et aussi pour retrouver les acteurs locaux près de chez vous, il y a différents sites que je peux vous conseiller. Donc tout d'abord, monparcourshandicap.gouv.fr, qui est le site officiel dédié aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants pour pouvoir connaître les dispositifs existants. Sur le site pour les personnes âgées.gouv.fr, vous retrouverez aussi toutes les informations dont je vous ai parlé, mais vous retrouverez aussi des annuaires pour retrouver des SIAD, pour retrouver les points locaux d'information et des EHPAD, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. Le site servicepublic.fr vous permettra d'aller plus loin, notamment sur la question des différents degrés de curatelle. Sur ce site-là, vous aurez des informations. Et puis enfin, vous avez le site maboussoleaidant.fr
qui permet, qui est un site qui permet aux aidants de se repérer et de trouver les dispositifs existants près de chez eux. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Alors, oui, voilà, pour le congé de proche aidant, l'aide est la demande est à faire auprès de la CAF. Et donc, voilà, c'est une aide qui est à faire auprès de la CAF pour pouvoir bénéficier de ces allocations diverses et variées. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran pour que ce soit plus confortable pour vous. Tac, tac, tac. Alors, ça, c'est bon. C'est fait, Raphaël. Ah, bah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon. J'ai conscience que c'était très dense, hein, donc j'espère que vous avez réussi. Je vais vous renoter les différents sites. Peut-être que ce sera plus simple de vous y retrouver. Parce que comme je vais aller très vite sur la fin pour vous permettre de finir dans les temps, que vous puissiez savoir à qui vous adresser en cas de besoin. Et ben voilà. Alors, on est d'accord que tu vois rien là, hein, Vincent? Si, on voit. Ah bah très bien, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Merci pour vos retours positifs. Moi, je suis ravie que vous ayez été attentifs jusqu'au bout. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en cours de route. La 2MCL a le PowerPoint, donc après à voir comment vous pouvez le récupérer. Ça, je n'ai pas la réponse. Vincent, il sera envoyé à tous les inscrits à la conférence et l'enregistrement de la conférence sera mis en replay sur le site de l'association avec le diaporama en PDF. Bon, bah, très bien. Voilà. Donc, toute personne qui sera intéressée par le sujet pourra accéder et à l'enregistrement vidéo et au diaporama sur notre site www.a2mcl.fr. Un grand merci, Raphaël, pour cette présentation qui était très complète et puis d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. C'était précieux, il y en avait beaucoup. Les situations sont toujours complexes, on ne peut pas répondre à certaines situations très particulières. Et puis, il faut avoir en tête que d'un département à l'autre, parfois, sur certains sujets, il peut y avoir des variations. En tous les cas, un immense merci, Raphaël Martin, et bravo à tout ce que vous faites et à la plateforme Delta 7 qui fait beaucoup de choses. Et on est ravis de pouvoir compter sur vous pour animer des formations ou des conférences sur des sujets qui sont complexes. Donc, un grand merci. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez pu avoir la réponse à la plupart de vos questions. Si tel n'était le cas, n'hésitez pas à rappeler l'association au 06 62 63 34 97 ou en allant sur notre site. Vous avez un formulaire de contact où vous pouvez poser toutes vos questions. Et on fait appel à des experts comme Raphaël quand le besoin s'en fait sentir. Quand vous êtes dans une situation un peu complexe sur le point administratif. Voilà, dernière petite chose, l'association des aidants et malades à corps de vie, je vous le rappelle, ne vit que des dons et des adhésions privées, donc n'hésitez pas à cliquer sur nous soutenir sur notre site et puis à faire un petit don ou à devenir membre de l'association. Plus on a de membres, plus on est crédible auprès des autorités et des autorités politiques et des pouvoirs publics. Donc, c'est important qu'on ait de plus en plus d'adhérents pour peser, pour vous défendre les aidants et pour mieux faire connaître cette maladie et la faire reconnaître comme une maladie à part entière. Voilà, merci à tous, merci beaucoup Raphaël et une très belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci pour votre attention et pour votre confiance. Au revoir.